Et bienvenue à toi Mathéo sur le stream, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi à bord du flot d'histoire. Tu nous fais toujours des têtes Je sympathiques. ne suis toujours pas là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Galette, salut Cybelle Pierre, salut Igara Girl. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Bah nous, moi ça va bien, ça me fait extrêmement plaisir, je suis en grande forme parce que je te vois, ça donne de l'énergie d'avoir des gens sympathiques, des gens qui connaissent des choses. Mathéo chez parmi nous, exactement Mathéo chez parmi nous. Eh bien, avant de commencer, peut-être Mathéo, tu peux te présenter un petit peu. Moi je connais les politiques, le professeur belge, streamer complet sur la politique belge et internationale. Que dire? Que veux-tu nous dire sur toi? D'abord, sachez que je suis un mec sympa, je pense que c'est assez Oui. important à dire. J'ai 44 ans, je suis né en Pologne 10 mois avant le mouvement Solidarność à Gdańsk. Je suis arrivé en Belgique, j'allais avoir 5 ans à Merafouy, ce qui aurait pu être un début de guerre civile qui n'est pas arrivé et c'est tant mieux. Euh, j'ai habité à Bruxelles un petit peu pendant 2 ou 3 ans. J'ai été réfugié politique, et oui, pendant 17 ans, 18 ans. Je suis belge depuis 20 ans maintenant. J'ai un parcours un peu particulier. Je suis arrivé à Bruxelles, j'avais 18 ans et je me suis retrouvé un peu sans thune. J'ai commencé à travailler à 18. J'allais à l'école un petit peu, mais j'allais surtout travailler. Mais j'ai en même temps commencé à écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire pour un journal en ligne en 1998. C'est-à-dire il y a 25 ans, j'écrivais pour un journal qui publiait le midi. Je savais que je voulais devenir journaliste et ça a continué comme ça. Donc mes études n'ont pas bien fonctionné et chaque fois que je ratais, j'ai fait beaucoup de stages. Et quand j'ai arrêté mes études à 23 ans, eh bien, j'avais déjà un gros CV de journaliste. J'ai encore Ouais. travaillé un petit peu dans les bars, ce que j'ai fait quelques années. Et puis j'ai été journaliste pendant 7 ans. J'ai été journaliste pendant 7 ans. Puis j'ai travaillé pour un homme politique pendant une année. Mais avant ça, pendant mon temps de journalisme, j'ai travaillé pour la presse quotidienne principalement, pour un journal quotidien qui s'appelle La Dernière Heure, qui ressemble un petit peu à aujourd'hui en France, le Parisien. C'était mon client principal, mais j'ai travaillé pour des quality papers, j'ai travaillé en radio, j'ai travaillé en télévision, j'ai travaillé pour des hebdomadaires. J'ai fait vraiment un peu de tout. En 2007, en 2003, j'ai lancé mon premier blog. D'ailleurs, le mois prochain, ça fera 20 ans que j'ai commencé à bloguer. Ça fait de moi un vieux de la vieille quand même, hein. 20 ans de blogging derrière soi, c'est quand même quelque chose. Et en 2007, j'ai créé un blog sur la politique belge, à un mois des élections. Alors je peux la cam bug. Ouais, mais Peut-être que mon PC lâche. je Bon. pense que c'est soit le PC qui lâche, soit la connexion qui est en PLS, je pense. Que ouais, je pense qu'OBS, là, Heu, est-ce est-ce qu'au moins vous nous entendez bien? voilà, est-ce C'est que le le son principal. Est-ce que voilà. vous nous entendez bien? Il y a un Patreon si tu veux, Galets aussi. Tu Patreon, tu peux lâcher un abonnement. Si tu Amazon Prime, c'est moins cher que gratuit, voilà. Il y a des tips, il y a tout ce qu'il faut si vous voulez soutenir pour le pauvre streamer qui n'a plus de PC, voilà. On nous dit que tu un papy et d'ailleurs on nous posait les bases tout à l'heure, on disait: «Les frites sont françaises». Voilà. Les frites sont françaises, c'est ça la frite de Paris, hein, c'est un truc qui est né dans les rues de Paris et puis après qui a été professionnalisé, industrialisé, qui a été vraiment rendu. Toutes les lettres de noblesse viennent de chez nous, mais c'est vrai que la base, c'est une invention parisienne. Et donc, en 2007, j'ai créé un blog. Alors, c'était assez drôle parce que mon rédacteur en chef de l'époque, pas rédacteur, le patron de l'époque, mon patron d'ailleurs, c'était un noble, un peu fin de race, 30e fortune de Belgique. Euh, donc, un grand patron et qui nous dit, oui, vous savez, maintenant, avec Internet, ce n'est plus le journal qui est au milieu, c'est l'information et on tourne autour. Et il y a des blogs. Et il nous a dit, si vous voulez faire un blog, faites-en un. Alors, des gens ont demandé, vous allez payer? Il a dit non. C'est un peu bizarre quand même, ton patron qui dit, tiens, t'écrirais pas des trucs sur Internet, mais gratuitement. Et moi, j'ai quand même fait le pari de faire. J'ai fait un blog sur la politique belge un mois avant les élections. OK. Et
et en fait, 2 semaines après, ils ont commencé à me payer. Mais alors au lance-pierre, hein. Oui, bah, Les ça, 2 ouais. premiers mois, j'ai été payé 250 € brut alors que je faisais du 7 sur 7 et au bout de 3 mois, ils m'ont payé comme si j'écrivais dans le journal et c'est 250 aussi un peu là que c'est pour ça que je ouais, et 150 €. ils savaient pas, donc tu vois, il y avait pas de budget en plus, donc c'est-à-dire que, 4 ou 5 mois plus tard, j'ai fait un coup d'éclat puisque alors que le journal faisait 80 000 visites uniques par jour, moi j'avais été faire un live au parlement et j'avais fait 35 000 visites uniques tout seul sur mon petit blog. Ils se sont dit: «Ah c'est bien ça, ça marche pas mal» et mon boss a dit au big boss: «Oui en fait c'est bien mais il va falloir payer Mathéouche parce que pour l'instant je le paye mais j'ai pas les sans budget, prévu pour». Donc voilà, ça a été quelque chose. Alors, ce big boss qui s'appelle, François Laudet, il vient me voir, il m'a dit comme ça: «On va devoir payer pour internet, hein». Et j'ai fait: «Ah ouais». Et c'était en quelle année Le gars ça? il pensait qu'on allait, voilà, on est ça c'est en 2007. Ouais. C'est en 2007 et donc j'ai eu un blog politique. J'étais le premier journaliste, à être payé pour bloguer en Belgique à l'époque. Je faisais que ça. Je faisais plus que bloguer pendant 2 bonnes années et demie. C'était, c'était vraiment assez bien. Je me suis bien marré, j'ai fait plein de trucs. Puis, je voyais pas beaucoup mon fils parce que je travaillais beaucoup. Puis, on m'a proposé un poste d'attaché de presse porte-parole d'un homme politique, belge. J'ai fait ça 1 an, j'ai fait un burn-out 1 an. Et après, quand je suis revenu, je savais pas trop quoi faire. Les gens m'ont dit: «Bah, ce que tu as fait pour ton blog», puisqu'il a fallu, le community management, ça existait pas en 2007. Et donc on a fait plein de trucs pour que ça fonctionne. Et donc j'ai commencé à accompagner les gens, les entreprises, des ONG, à se développer sur internet. Et j'écris encore pour des médias. Et là, depuis 2016, je suis devenu prof. J'accompagne des étudiants à se développer sur internet. Donc voilà. Et Oui. maintenant, depuis 3 ans, j'ai créé une chaîne Twitch qui s'appelle, Internet et autres brôles et en fait, je parle d'actualité. Je parle Mais d'actualité au sens large. tu as une On autre fait chaîne des Twitch que décollages de Mathéouche? fusées, moi c quoi? Tu as une 2e chaîne Twitch du coup, tu as Non, pas non, mis au c'est j'ai si, si, mais elle s'appelle Internet et autres brôles, on le met un peu là, tu vois? C'est écrit en Ah haut à OK, gauche, OK. quoi. Mais sinon, c'est Vas-y. l'URL, c'est Mathéus_9, quoi, tu vois? Oui, oui. Ah OK, OK, je Internet et autres brôles, brôles voulant dire en bruxellois machin truc. un truc. Et donc ça fait 3 ans et maintenant j'ai décidé que j'allais essayer d'en faire un job, voilà. Je me laisse jusqu'au début 2025 pour, peut-être devenir streamer, et créateur de contenu parce que là, il y a un blog qui va revenir et donc l'idée, ce sera d'écrire aussi quand même pas mal à côté de la chaîne. Et tu utilises plus ton blog que tu Voilà. avais à la base? Le blog que tu Non, avais tu sais, il y créé, en non? a eu plusieurs, il y a des choses, il y a des temps, il y a des temps. OK, donc là tu fais plus de blogging en ce moment? J'ai un blog sur Bruxelles, où j'écris encore des choses, pas beaucoup, mais donc l'idée, c'est de recommencer, de le faire de manière, voilà, que ce soit, que en fait, le stream, c'est une partie. L'idée, c'est de parler d'actualité et donc c'est de créer une boucle. Quelqu'un vient, on fait un verbatim, on fait un article, on annonce des choses. J'ai souvent envie d'écrire, sur l'actu, donc voilà. L'idée, c'est de redevenir journaliste, mais de mon propre média, quoi. C'est cool ça, c'est un beau projet en tout cas. Moi je te souhaite bon courage, surtout bonne réussite dans ça parce que c'est pas évident, c'est pas facile et donner un petit c'est un beau défi, hein, c'est bien si tu réponds à la dernière question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était ton prochain défi. Je pense que là on a déjà répondu en proche tu es le premier invité qui répond à la dernière question en premier. C'est quand même beau, c'est quand même assez incroyable. Je trouve ça Et génial. je me suis présenté, j'ai fait toute ma vie là, à 44 ans en voilà, quelques minutes, voilà. C'est bizarre. Ouais, bah, c'est bah, cool et du coup, tu dis que tu étais d'origine, polonaise. Comment tu en es arrivé à peut-être à la Belgique? Bah, on a pris l'avion. Non, non, en fait, donc en 84, le commandant Jaruzelski qui était, responsable, de l'armée, enfin le président d'ailleurs, moi j'ai grandi petit dans les chars, les CRS qui protégeaient des bâtiments, les manifestations, pourtant je suis arrivé j'allais avoir 5 ans donc j'étais petit, mais je me rappelle de tout ça et ma mère a voulu, un autre quotidien pour son petit garçon que des militaires, des chars, qui patrouillent en ville et en fait, on avait des amis qui étaient en Pologne et comme toujours, hein, l'immigration est très, de ville en ville.
On voit d'ailleurs que, quand il y a des fortes communautés dans un pays, eh bien, dans la ville où on se trouve, la communauté vient souvent de la même région. Et donc les Turcs viennent de tel patelin, les Polonais d'ailleurs, les Polonais de Liège ou de Bruxelles viennent à chaque fois de 2 villes différentes. Et donc moi, voilà, on a à Bruxelles, on a suivi, les amis de ma mère. Et si on entame sur Et la donc c'est Belgique, 44 ans, elle. ouais, il a dit tout à l'heure, c'était pas indiscret, il a annoncé lui-même, on va pas et comment du coup, aujourd'hui la Belgique, c'est un peu ton pays d'adoption, du coup, tu es tombé en amour de la Belgique? Bof, je sais, Bof. je pense que oui, je suis devenu bruxellois, belge, européen et je garde une partie de moi qui reste polonaise, mais je pense que je considère même le français comme ma langue maternelle. En plus, j'ai plus de contact avec ma mère depuis, le siècle passé. Maintenant, ça fait 24 ans que je l'ai pas vue, donc je parle Ouais. plus polonais, en fait, de plus jamais. Alors je me débrouille encore un peu, mais Heu, le polonais, ça fait longtemps, longtemps que c'est plus ma langue maternelle et donc je suis, très amoureux de ma ville, de Bruxelles, mais je me définis comme bruxellois et peut-être européen et puis belge, dans cet ordre-là. J'aimerais bien un OK. jour avoir une carte d'identité européenne. Ça, je pense que si, dans ma vie, bon là, c'est un peu je pense que ce sera pas tout de suite, quoi. Je pense que ce sera un peu tendu, mais j'aimerais bien peut-être dans 40 ou 50 ans là, un peu avant de mourir là, Mais avec ma carte d'identité européenne, ça me plairait vraiment bien. tu savais que ça, à la base, ça existait? Il y avait des passeports européens à la base et notamment, Jean Monnet, il a le passeport numéro C'est 2 vrai? européen. Il est passeport numéro 2 européen à la base quand ils ont créé, Ah, l'Union européenne, ils avaient mis des passeports européens pour justement les hauts dignitaires, européens pour qu'ils puissent se rendre dans les différents pays et du coup, tu as le vice-président qui a le numéro 1 parce que Jean Monnet voulait pas avoir le d'accord, numéro 1, il voulait pas avoir il voulait pas s'attribuer en fait tout le truc. Il a laissé le numéro 1 du coup à un autre, au vice-président de l'Union européenne à ce moment-là. Du C'est pas encore l'Union européenne, c'est la CE et du coup, d'accord. il a pris, lui le numéro 2 C'est la CE, ouais. et La donc il y avait CE, des la Communauté économique, européenne. exactement et du coup, ils avaient des passeports européens et du coup, quand moi, pour être allé dans la maison Jean Monnet où il est affiché en fait en grand dans la vitrine où il y a écrit: «Passeport européen, Monsieur Jean Monnet». Ça me fait penser à ça et donc ça existait, après ils ont retiré. Quand ils ont créé vraiment ils ont créé des entités indépendantes, mais à la base, vu qu'il y avait pas de c'était un peu des laissez-passer en fait pour que les gens puissent voyager à travers les différents pays européens, quoi. C'est ça. C'est vraiment pratique. Je suis né trop tard alors, Ah, trop tard, peut-être que ça peut-être reviendra, trop tôt. hein. Peut-être que quand ça reviendra, on sait pas, hein, on verra et Ah du moi coup, si j'espère être européen. on parle, si on revient du coup, tu disais que tu étais plus, bruxellois, européen, belge, mais si on revient sur la Belgique, la Belgique, est-ce que d'où ça vient ça, Ouais, la Belgique? L'histoire politique belge? On parle un peu d'histoire politique belge. bah, la Belgique, ça vient, ça dépend. Si on croit la mythologie, César déjà parlait de nous. De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges, les plus braves, hein, bon, c'est, c'est un peu rigolo. Sinon la Belgique, c'est un État bâtard, créé, c'est, après toutes les guerres justement, on parlait de tout à l'heure dans le chat, des guerres napoléoniennes, ben, en fait, on est le fruit des, des envies de Napoléon de guerre et qu'à un moment, on a créé un État tampon, qui a été la Belgique. On est né en 1830 d'ailleurs, dans 7 ans. Dans 7 ans, heu, on aura 200 ans, mais c'est un accord entre les grandes puissances européennes, pour pas rentrer dans tout l'historique. D'ailleurs, je j'oserais pas trop rentrer dans l'histoire là, après la défaite de Waterloo là en 1815, pendant 15 ans, on a été, il y a eu une espèce d'État encore plus bâtard, les États, néerlandais, on a été avec les Pays-Bas, pendant 15 ans, mais bon, c'était très tendu à l'époque, enfin, il y avait beaucoup de tensions, et puis voilà, on a pris notre indépendance, le 27, officiellement, c'est, en septembre 1930. Septembre 1930, on a eu notre roi en 31 et donc mais même notre révolution, il y a eu, on a fait une révolution. Il y a une révolution belge dont on parle pas trop parce qu'il y a eu, quelques centaines de morts, rien de bien, heu, rien de bien, enfin
pas une grande révolution comme en France, quoi. Il y a eu, si on pouvait même compter les gens. On te dit que, par exemple, 600 personnes sont venues de Liège, 400 de Tournai. Bon, voilà, la révolution, chez nous, on était quelques milliers, quoi. Et donc on a bouté les Néerlandais hors de Belgique et on a pris notre indépendance. Voilà. C'est un peu, en fait, je pense qu'il faut pas dire beaucoup beaucoup de choses en plus. Et C'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire vraiment de Belgique. C'est-à-dire que notre histoire, moi, pendant longtemps, j'ai appris l'histoire de France. ouais, On a parlé, voilà, on est ici, on est la Belgique, on est une Belgique francophone, on est le il y a eu, ça a été la Flandre. On a évidemment, Bruges, Gand, Anvers ont une très grande histoire, au Moyen Âge, tout ça, mais ça, c'est la partie, nord du pays, donc ça, c'est là. Mais pour le reste, la Révolution française est quelque chose, sur lequel on est resté 3 ou 4 mois, à l'école ici, donc en tant que Belge, voilà. Mais bah, quelque part, ça se joue chez nous, ça se termine à Waterloo, enfin voilà, on a jamais on a mais on n'a jamais été une nation. Par exemple, la Pologne, d'où je viens, la Pologne, c'est un pays qui n'a que très peu existé, mais une nation qui a plus de 10 siècles. Les Polonais, ça existe depuis, di 10e, 11e siècle. Enfin, il y a une culture, il y a de la littérature. Il y a pas de culture, littérature belge qui date du 12e siècle. Bon, à part César qui enfin, à part l'histoire de César, le belge, ça apparaît au 19e siècle. Et donc, on a une histoire qui est, on a une histoire qui est fort jeune et en plus, on a une histoire enfin tout est un peu bizarre. Notre roi, c'est un type qui était à Londres. C'est Léopold Ier de Saxe-Cobourg, Gotha, qui est d'origine autrichienne, qui a hésité entre devenir roi de Grèce et roi de Belgique. Enfin voilà, donc il y a eu des négociations, qu'est-ce que tu auras, machin truc. Donc les pays ont, voilà, c'est le mercato. Mercato, tu viens chez qui? Tu viens voilà, il est venu chez nous. Donc même même ça, c'est un peu rigolo, quoi. On n'a pas de notre famille royale, il y a pas d'histoire, genre, il était là, il a grandi, quelque part. Il a pas grandi, voilà, hop. On est allé le chercher, on lui a filé un chèque, tu viens, sois le bienvenu, tu es le roi des Belges. c'est quand même C'est ça le début excellent de la comme histoire. Belgique, voilà. On est sur du, ouais, bon, évidemment, un historien le raconterait, certainement mieux, mais en vrai, on n'a pas de on n'a pas de truc à vendre, voilà. La Belgique, on n'a pas on n'a pas de chanson sur, mec qui a un jour réinventé l'école, c'est ce sacré Charlemagne, on n'a pas tout ça là. Le Club Dorothée qui chante, un mec qui a été couronné en 800. C'est quand même Charlemagne, il est couronné en 800. Là, on est le Club Dorothée, c'était 1980, donc ça fait nous, on chante pas, voilà, tout ça, on connaît pas. Donc finalement, la Belgique, je pense que ça naît vraiment avec les humoristes, il y a quelques dizaines d'années. Mais dans cette histoire belge, il y a quand même ce qui nous, qui fait écho souvent, c'est cette rivalité entre wallons et flamands. Il y a quand même une origine à Oui, cette alors rivalité ça, entre les 2. c'est que donc la Belgique, pour faire un peu de chiffres, on est 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants, c'est une Belgique fédérale, donc on est divisé en 3 régions. Il y a la région bruxelloise où j'habite qui est bilingue, on parle français et néerlandais, enfin on peut parler français ou néerlandais. Heu, on a, pas de roman national, on a un petit roman national. C'est un essai ou un recueil de nouvelles. C'est ça, un recueil de nouvelles nationales. On a le Nord qui est néerlandophone. Le Nord qui est néerlandophone. Attends, hop, hop, j'ai coupé le son de l'anglais, hein, sinon ça va être un peu embêtant. Euh, le Nord qui est néerlandophone, c'est un peu plus de 6 millions d'habitants. 6 millions et demi peut-être, un peu moins, et on a les francophones, c'est 4 millions et demi d'habitants. Alors sachez que ce sont des régions qui gèrent tout ce qui est les régions gèrent mobilité, des choses un peu plus, régaliennes. Par contre, il y a des communautés et donc pour les langues, on a une communauté flamande, communauté francophone et on a une communauté germanophone pour 90 000 personnes qui habitent à l'est de la Belgique. Ils ont un parlement, ils ont l'allemand garanti et cetera et cetera. Bon ça, je ferai un live, là-dessus début janvier. Ah cool! Un truc un peu pour expliquer aux Français tout ça. Oui, oui, bah,
bah, sur ma chaîne, je prépare les élections qui arrivent le 9 juin Ouais. et donc à un moment, je vais, me trouver un constitutionnaliste ou quelqu'un d'autre pour, rappeler un peu tout ça parce qu'il y a des trucs parfois un peu croquignolesques en Belgique. Mais donc, voilà, ça c'est maintenant, mais pendant longtemps, le français était la langue noble de l'Europe. Voilà. Et donc quand on crée la Belgique, le français est la langue usuelle, même chez les flamands de l'époque, sauf les fermiers qui parlaient flamand. Mais donc tous les postes, tout ce qui était important, c'était tout, en français et au fur et à mesure, il y a commencé à avoir une grogne, au nord du pays parce que les gens voulaient que leur langue soit reconnue et ce qui a changé tout, c'est la 1re guerre mondiale. C'est-à-dire que la 1re guerre mondiale a été le moment où, le le mouvement flamand qui existait déjà a, comment dire? A commencé à revendiquer des choses, surtout qu'on se retrouvait un peu, tu sais, avec des trucs très clichés, où les soldats parlaient flamand et l'officier parlait français. Un peu comme ce qu'on pourrait retrouver dans certaines colonies, à un moment où tu aurais des petits noirs avec un officier, français ou belge, qui donne des ordres et se pose pas trop de questions de savoir ce qui se passe en dessous. Quand le français était parlé à la cour britannique, oui, oui, mais pas qu'à la cour britannique, en Russie, en Prusse, partout. À un moment, il y a eu un temps où le français était la langue de la noblesse, où qu'elle soit en Europe. Ce qui fait d'ailleurs qu'on le sent encore, la diplomatie française reste très importante. C'est un, pas dire que c'est un reliquat, c'est pas le bon terme, mais c'est un vestige de cette grande langue diplomatique qu'est le français. La bonne époque. Salut Zut, j'espère que tu vas bien. Et donc, on a eu, les francophones ont méprisé le néerlandais pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est pas encore vraiment parti. Et c'est quelque chose qui empoisonne notre pays. Mais voilà, le néerlandais, les francophones ont eu une arrogance, un dédain, même le néerlandais, c'était vraiment la langue du misérable pendant longtemps, quoi. Surtout que pendant un temps, la partie riche du pays, c'était la partie francophone. Donc tu avais les bouseux flamands, et je mets avec des guillemets, qui venaient travailler en Flandre comme ça. Bon voilà, sauf que, ben, ah, en mi ils ont il y a eu quand même des revendications en 1930-1932, je ne sais plus exactement, l'historique université de Louvain, qui était, Louvain, c'est en Flandre, mais c'est une université qui a, je sais pas, 10 siècles ou je sais plus combien, 8 ou 10 siècles, je ne me rappelle plus très bien. Elle a commencé à donner cours en néerlandais. C'est la première fois qu'une université en Belgique, donc le pays existe depuis 100 ans, aucune université ne donnait cours en néerlandais, par exemple. Donc évidemment, par rapport, par rapport à heu, j'allais dire, par rapport à une moitié de la population, voilà, on peut comprendre que des gens se sentent pas vraiment respectés quand ta langue n'est pas enseignée à l'université ou autre. Et donc les choses ont avancé. Maintenant, ceux qui pays, ce sont les néerlandophones, hein. Clairement, ils ont économiquement, la Flandre, c'est, une des 5 régions les plus riches d'Europe. Heu, ils sont au plein emploi, et alors, ben, eux, qui dit beaucoup d'argent, souvent dit: «On penche plus à droite», et donc la partie francophone, elle penche à gauche. Et donc, c'est aussi, rock and roll maintenant d'avoir, un pays, 2 langues, 2 politiques, 2 univers et souvent, voilà, on connaît plus grand chose de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. On a une frontière linguistique. Enfin, c'est pas une frontière, politique, c'est une frontière linguistique. Et je vais en revenir à ça parce tout à l'heure parce qu'il y avait c'est quelque chose qui est très intéressant sur la politique belge, le découpage de la politique belge, notamment entre les wallons, flamands et même à Bruxelles. Avant ça, il y avait une question du coup un petit peu sur l'histoire belge qui était posée Ouais, tout à l'heure. C'est Clovis, qui est né à ouais, Tournai. Il n'est pas considéré du coup comme un roi des Belges par les Belges? Comme le premier roi des Belges? pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Il est Vraiment pas du pas, tout. vraiment, vraiment, tous ces gens-là, on les intègre pas vraiment dans notre roman national. Il y a pas vraiment, on a des trucs un peu. Alors, en plus, nous, on a une histoire, elle est un peu bricolée, hein. Il y a une dame qui s'appelle Anne Morelli,
une historienne qui a fait beaucoup de choses, peut-être que toi tu en as entendu parler. Elle avait écrit un bouquin, c'est que qui a un bouquin d'ailleurs qui a, heu, peut-être changé un peu ma vie, je pense. Savoir quand j'étais, en mes 2 dernières années de secondaire, donc juste avant le bac, enfin on n'a pas le bac, mais c'est un peu la même chose. J'avais, 6 heures d'histoire par semaine. Donc j'avais les 2 heures comme tout le monde et j'avais une option avec 4 heures d'histoire et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et on a lu un de ses livres pour le cours et c'était, ce mythe du XXe siècle, de mythe de Belgique ou je sais plus quoi, démystification des mythes de Belgique et tu vois quand même que ce qu'on apprend en histoire sur la Belgique, on a vraiment fouillé très, très loin pour dire qu'on était, de tous les peuples de la Gaule, qu'on était les plus braves. On a été chercher des choses, on s'est inventé des trucs, on n'a pas grand-chose à raconter, en fait. Après les 1830, ben, on s'est plus battu. On a inventé quelques trucs. En fait, on a vite eu de l'argent, on a vite eu le train. On a été le deuxième pays à avoir le train après le Royaume-Uni. On a eu le charbon, puis après on a eu la colonie. On en parlera à mon avis quand même du Congo parce que c'est un morceau important, de notre pays. Il faut savoir qu'en 1900, ça c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué, au cours d'histoire. En 1902, la deuxième puissance industrielle du monde, c'était, la Belgique. Le truc, tu dis: «Comment ça se fait?» Évidemment, le Congo qui est, enfin, empli, c'était l'époque, du début des voitures. Il y a beaucoup de caoutchouc, en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été tirés oui, Friel, c'est ça. La communauté germanophone fête ses 50 ans aujourd'hui. Tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, on n'a même pas expliqué pourquoi est-ce qu'on faisait ce live aujourd'hui, cher Romain, mais C'est vrai va qu'on le n'a pas dire et commencé donc par on ça? a, Donc peut-être tu peux peut-être en parler du coup en 30 secondes, pourquoi on a on décidé n'a pas cette date? commencé par ça et on a choisi cette date, donc on en a parlé déjà il y a un petit moment, hein. Fin Ouais, août, début septembre, on s'est début choisi une septembre, date et ouais. moi j'ai proposé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête du roi, c'est la fête du roi des Belges et donc bah, c'était pas mal pour parler de la Belgique et beh, c'est aussi la fête de la communauté germanophone et merci Friel, heu, Il merci nous Friel il nous rappelle pourquoi on fait de ce nous live? rappeler, ça. Tout à fait, tout à fait et je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivé là d'ailleurs. J'ai Non, tu pas étais mal de sur le la f digressions tu qui étais sur la l'économie du coup belge du coup grâce au Congo. Oui, c'est ça et je parlais de Anne Morelli qui nous avait ou qui nous a ouvert l'esprit. C'est qu'on est en fait, on a été vite un pays, plus ou moins riche, puis très riche, mais on n'a pas de héros. On a notre roi qui a été dans les tranchées, à la Première Guerre mondiale. Il est resté à tout péter, 15 minutes comme un politique qui vient faire, coucou et qui s'en va. Dans l'histoire nationale, il a été se battre avec les soldats, quoi. Notre roi, proche des soldats, dans les tranchées, ouais, ouais. Il a juste fait, comme, comme Macron, comme, Biden qui vont, voir les troupes: «Salut, on mange un bout, hop et on s'enfuit le plus vite possible». Mais nous, on en a fait un mythe national, du le surnom de notre roi, pendant la Première Guerre mondiale, c'est le roi chevalier. Voilà, mais il faut raconter les choses, quoi. Mais sinon, voilà et donc ce livre, on montrait que, voilà, la Belgique est faite sur beaucoup de mythes, enfin, comme en fait beaucoup de pays, hein. Je pense que si on devait revisiter de manière, c'est pas à toi que je dois expliquer ça, si on devait revisiter l'histoire de la plupart des pays, on n'y verrait que de politique et propagande et que les historiens de l'époque, n'avaient peut-être pas la même rigueur que les historiens d'aujourd'hui. Et il y avait une question pour toi tout à l'heure justement, enfin une remarque surtout, tu parlais du coup de la création de la Belgique et donc Kishore qui nous disait, par exemple dans les livres d'histoire français, on Ouais. apprend que la Belgique a été créée par Louis-Philippe pour avoir une zone tampon à la frontière et emmerder la Hollande et avait tenté de placer son fils comme premier roi des Belges. Ben c'est plus je pense pas beaucoup que c'est quand même les vainqueurs de Waterloo et c'est pas beaucoup les Français qui ont fait grand chose, dans cette histoire. Il y a une discussion, voilà et quand faut pas oublier que la Belgique au départ n'a était avec la Hollande, donc je suis pas sûr vraiment que, mais je dois avouer que je dis bien que je suis pas sûr. J'avoue que c'est pas le je suis pas hyper expert de cette partie de
l'avant-Belgique, je la connais pas assez là. Ces 15 années entre 1815 et 1830, ça a été un micmac, voilà. En Europe, il y a eu beaucoup de choses. Après la fin de Napoléon, il y a eu de l'incertitude partout. Tout le monde a essayé de tirer la couverture à soi et je pense que c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé, précisément à ce moment-là. Et tu parlais du Congo, il y avait une question, je sais pas si tu as la réponse, on disait: «Mais du coup, est-ce qu'on considère le Congo de Léopoldville, quand il s'appelait comme ça, comme un territoire belge?» Non, non, c'est une particularité, vraiment, je pense que c'est le seul. Les colonies ont toujours appartenu, c'est un mot terme, en tout cas, ont été, heu accaparées par des États. Ben, nous, là, en Belgique, notre roi, il a engagé un explorateur, britannique. Il a envoyé au Congo et cet explorateur britannique a fait le Congo, bien du roi des Belges et donc il était roi des Belges et roi du Congo et c'était pas lié. Heu, Finalement, la Belgique a récupéré le Congo parce que d'autres Britanniques, ont enquêté, ont, ramené des photos du Congo où, heu, il y a eu une véritable boucherie. Alors on n'a pas les chiffres officiels, mais on parle de plusieurs millions de personnes qui auraient été tuées entre 1880 et 1900. Les soldats, devaient, mater les indigènes, ramener, des mains, des pieds et des, déjà à l'époque, il y avait des mouvements de protection des droits humains, et donc des Britanniques, d'autres ont été et ont fait des photos de ces gens. Il y a des photos. Il y a des photos de personnes estropiées, de personnes sans main, heu et on voilà. On parle de 1 à 6 millions. Évidemment, on saura peut-être on saura jamais, mais en tout cas, on part en chiffres astronomiques. Heu, on parle en chiffres astronomiques, même si c'est, on va dire 1 million, ça Et reste voilà. Surtout que n'oublions pas, c'est, à la machette, enfin voilà, c'est, de manière assez, ignoble et donc il y a eu beaucoup de plaintes et à un moment, pour calmer les jeux, la Belgique a récupéré, le le Congo. Voilà, soyons clairs, ça s'est pas beaucoup calmé. On a peut-être arrêté de couper des mains et des pieds, mais la Belgique a été, un pays colonisateur dur. Les colons, ont pillé le pays, tant et bien comme la France l'a fait, comme les Britanniques l'ont fait, comme tout le monde l'a fait. Donc on a eu et ça a fait de la Belgique un pays qui a été très riche. ça, c'est vraiment la grosse tâche sur l'histoire de la Belgique qui aujourd'hui encore est on parle encore assez souvent dans l'histoire. À la fois, faut pas oublier, mais en même temps, Ah bien sûr faut et on est nous dans une phase On est dans une phase assez, enfin positive. C'est-à-dire qu'il y a eu, plusieurs fois des excuses et on commence maintenant à vous avez restitué, je la France a restitué, je pense 20 ou 23 objets au Bénin. Je suis plus tout à fait sûr au Bénin, si ouais. c'est le Bénin. Ouais. Nous ici en Belgique, on a créé une commission mixte franco-belgo, congolaise et où des milliers d'objets vont être analysés pour voir, qu'est-ce qu'on restitue. Mais donc l'idée, nous, c'est de rendre, un maximum, heu, en tout cas pour certains. Bon, évidemment, on va tout de suite vite avoir les clivages gauche-droite. À droite, ça veut pas trop rendre et à gauche, il y a des gens qui disent: «Prenez tout». Voilà, donc on en est là, mais c'est assez apaisé. Assez. Je C'est pas parfait, mais donc il y a voilà, on est sur un travail et donc clairement, ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. La décolonisation belge, c'est dans mes cartons. Il y a déjà des choses, ça va à un moment y aller sur, tout ça et j'espère évidemment, avoir des intervenants, congolais, des historiens, des choses comme ça pour rappeler ça. Donc oui, on est dans une phase quand même, assez, c'est pas positif, mais en tout cas, c'est pas le bon terme, mais il y a une forme de volonté de rédemption un peu. Ouais, d'apaisement, d'améliorer les relations et de créer un climat qui soit bénéfique pour chacun et qu'on aille vers un partenariat, une collaboration entre les 2 pays qui est vraiment le but, hein, de normalement parvenir sur ce qui s'est C'est ça. passé, Et mais on peut créer en fait les relations futures. mais en fait, si.
En fait, là où on dit parvenir, oui et non. C'est-à-dire que beaucoup de gens de notre âge, tout ça, disent: «Ouais, bon, la colonisation, c'est pas nous, c'était avant». Il faut savoir que, il y a un moment, il faudra parler argent. On a colonisé et en fait, on a profité et il va falloir trouver à un moment des compensations financières. Les Américains sont en train de le faire, par exemple. Tu as sûrement suivi ça. L'État américain, tranquillement, regarde comment ils vont pouvoir, heu, dédommager les familles, heu, donc après il faudra trouver comment c'est possible, hein, mais ils réfléchissent en tout cas sur comment dédommager les familles des gens qui ont été déportés et portés en esclavage, mais on parle de ça il y a plusieurs siècles. Donc on parle de plusieurs siècles. Nous, c'est finalement notre colonisation, elle s'est terminée il y a pas longtemps. La Belgique, c'est 1960. En 1960, il y a eu 19 pays africains qui ont pris leur indépendance, 17 ou 19. C'est une année très importante dans la décolonisation, africaine. Mon beau-père, qui est né en 35, il a été, envoyé il était, en service militaire, il a été envoyé comme parachutiste pour aller chercher des Belges qui étaient, à Kinshasa. Mais donc c'est une année importante, mais en fait, on n'en est pas encore sorti. Je pense que la décolonisation va mettre du temps et que, voilà et on devra donc justement, refaire l'histoire et dédommager, les gens qu'on a, spoliés pendant de longues années. Ça, c'est un mécanisme qui est hyper compliqué à établir. Quel est le niveau de relation et quel est le niveau du coup de compensation qu'on peut avoir pour chaque personne et définir qui a été en quelle proportion. Ouais, je trouve ça hyper complexe à mettre en place. Alors je trouve Oui, que la bah, la c'est la démarche est incroyable, mais très complexe à mettre en place, quoi. oui, beh, écoute, imagine qu'aux États-Unis, ils le font pour la période esclavagiste, hein. Ah mais je vois pas comment ils vont faire ça, mais je moi j'ai entendu ça, mais je sais pas, je suis pas allé dans les détails pour voir de quelle manière ils ont prévu de faire ça, mais C'est ça, moi non plus et je suis très curieux de savoir comment, oui, ils vont réussir bon à après je établir ça, suppose quoi. qu'ils vont un peu regarder, qu'ils vont trouver quoi? Je sais pas comment ils vont trouver, comment ils vont essayer d'établir le lien de enfin, Je ne sais pas, je ne sais pas, et surtout je trouve que on verra bien, c'est aussi quelque très chose qui est assez touchy aussi à mettre parce qu'on va dire: «Toi en fait tu es un descendant d'esclave, du coup on va te rembourser ceci, cela». Ça remet aussi les gens, ça peut créer de mais discrimination tu sais derrière, comme, quoi. quelque part ça c'est la charte de l'ONU de 1945, qui dit que les crimes de contre l'humanité, les crimes de génocide, n'ont pas de prescription. Ouais. Mais aussi tout ce qui est Donc crime aussi là, comme disait là quelque les part trucs de la haie, il y a pas de rétroactivité. C'est tout ce qui s'est passé après. ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas si ça va aboutir, mais c'est qu'il y a une réflexion. Donc je Mmh. suppose que d'ailleurs des historiens doivent être au cœur de ça, parce que je vois pas très bien qui d'autre peut gérer un tel dossier. Les Américains, ça Avec les m'étonnerait même pas, Mormons, hein. qui sont les rois avec les Mormons, hein, les rois de la généalogie. Donc je ne sais pas. Mais peut-être, enfin, si, ça doit être possible de retrouver des gens avec leur arbre généalogique. Ah, c'est Je suis sûr que possible, certains, ça doit être jouable. mais je trouve que c'est assez compliqué Évidemment, il y a de pas beaucoup de gens qui bah, te dire que oui, les gens, compliqué, ça oui. on va catégoriser les gens, on va dire: «Bah, toi, en fait, tu es descendant d'esclaves», quoi. C'est là que je trouve ça que ça peut être Mais hyper dangereux, quoi. après, je pense que l'immense majorité des noirs, Oui, bien sûr, allez, des noirs mais américains sont descendants d'esclaves, donc pour eux, de toute façon, ça change pas grand-chose. ouais, mais il y a il y a le fait de dire: «On le sait» et le fait de un peu de stigmatisation en disant: «Tiens, vous, vous êtes descendant, du coup, on va vous Mais faire». je crois pas parce que c'est une demande de la Mmh. communauté Ouais, noire ouais. africaine. Donc c'est pas, on n'est pas dans un donc faut pas oublier qu'on n'a pas les mêmes cultures. Ouais, non, mais c'est sûr, hein. Aux États-Unis, ils parlent facilement de race alors que chez nous, Oui, oui, clairement, c'est vrai. en France, par exemple, vous ne pouvez pas faire de référencement, ethnique. Ouais, c'est vrai. Alors qu'eux, ils font bien, On ils font des on statistiques on ethniques, ne hein. sait pas exactement, c'est ça. Non, mais c'est ça, donc ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, culturellement différent. Heu, c'est culturellement différent. C'est sûr qu'il y a des choses que qu'il y a
voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve intéressant la démarche et Ouais. je suis très curieux et d'ailleurs, ça me rappelle que j'aimerais bien un peu me plonger là-dedans, voir un peu comment ça fonctionne, où ils en sont et qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais voilà, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est une réflexion très intéressante. Après, je vois très mal la démarche en France. Je vois très mal la démarche en France sur ce genre de questions. Est-ce que j'ai pas entendu parler pour la France de recherches sur, juste maintenant, sur, un massacre d'harkis en France ou je sais pas trop quoi, Possible ça. ça me J'ai pas et entendu donc il y parler aurait du coup. justement des recherches dans les Alpes. Je sais pas pourquoi mon cerveau me mais bien sûr en France, tout ce qui est, la guerre d'Algérie, tout ce qu'il y a eu avant, il y a des choses à raconter, hein, je pense. Ah, il y a beaucoup de choses à raconter. Est-ce qu'on a envie de les raconter? Est-ce que la France a envie? Moins convaincu, mais il y aurait des choses à faire et il y a des choses à Je faire. pense pas. C'est comme en la Grande-Bretagne et la décolonisation britannique du siècle passé, c'est quand même quelque chose d'une violence, phénoménale. On ne saura jamais combien de millions de personnes ils ont tué dans leur fuite des colonies ou quand je dis qu'ils ont ou tué ou provoqué, hein. On est, comme en Inde par exemple, enfin voilà, on a il y a En donc Inde, nous colons, les indigènes au nous Canada historiquement, pas aussi, nous personnellement, mais tout à fait. même les Français, Oui, les Britanniques, les c'est à mon avis, Les c'est eux Acadiens les champions. aussi. Ah, Oui pas mal de choses à redire, hein. et donc oui. Tout ça pour si on revient à la Belgique, Ouais. c'est clair que voilà, on a, des choses, à se faire pardonner et à expliquer et on est pour l'instant, dans divers processus, on est dans divers processus notre roi est allé il y a eu et les excuses, sont dites et répétées. Il y a un côté de voilà, on est là, on répète de c'est pas juste une fois et puis c'est bon. Il y a une espèce de volonté vraiment de construire quelque chose. On a une partie d'histoire commune, elle est peut-être pas, très, très belle mais on a une partie d'histoire commune et la Belgique est finalement peut-être le pays qui connaît le mieux, le pays, non africain qui connaît le mieux le Congo. Il y a des choses qui se font, il y a des gens qui sont toujours là-bas. On a évidemment une très grande diaspora congolaise en Belgique, heu et donc voilà, il y a des choses qui se font et je fais partie des gens qui espèrent qu'on arrivera à construire des choses positives, entre nos 2 pays. Ah bah, il faut de toute façon, il faut. D'ailleurs, ça me fait parler, si on parle un peu de l'aspect politique, que tu avais mentionné un petit peu sur les institutions, comment ça f parce que je sais comment ça je sais, dans les grandes lignes comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne la politique belge, du coup, entre les Flamands, les Wallons et Bruxelles? Alors, comment ça fonctionne? Nous avons, le 9 juin, des élections fédérales. Les élections fédérales, on élit un gouvernement qui est un gouvernement, heu, moitié néerlandophone, moitié francophone. Le premier ministre étant considéré comme asexué linguistiquement. Donc le gouvernement, c'est moitié ministre de chaque, communauté. Là, on gère, toutes les, on gère, qu'est-ce qu'on gère comme on gère l'intérieur, on gère, la défense, on gère les finances, on gère, la mobilité, une partie de la mobilité, une partie des finances, heu et en fait, encore quelque chose, mais voilà, on a un État, fédéral qui a un peu qui a de moins en moins de compétences, mais qui a des compétences régaliennes un peu comme souvent. Du coup, chaque Ensuite, côté, on a flamand et une wallon, région flamande, ont des portefeuilles qui ouais. leur sont déjà attribués? Non, ça veut dire que, on se dit qu'il y aura, moitié mise de chaque et on négocie après pour qui a OK, les OK. portefeuilles. Donc ça, voilà, on crée donc en plus donc c'est il faut allez, un gouvernement majoritaire, donc qui doit être soutenu par un parlement où il y a, la moitié des députés plus un. Donc il y a 150 députés au parlement fédéral belge, donc il faut au moins 76 députés pour avoir un gouvernement et donc il faut des partis francophones et des partis, néerlandophones, heu et donc une fois qu'on est là, on fait un accord de majorité. Donc ça veut dire qu'on se met d'accord sur la politique qu'on va faire pendant les 5 prochaines années, sur tout et après on décide, bah, tiens, qui prend quel portefeuille et donc voilà, ça change, voilà.
Il y a pas de règle. Il y a pas de règle sur qui a quel portefeuille et quelles compétences. Et donc ça, c'est pour le fédéral. Puis on a des régions. Les régions ont pris maintenant, elles, beaucoup de compétences. Elles gèrent beaucoup de choses. Il y a la région flamande, la région wallonne et la région bruxelloise. Ça, c'est vraiment voilà. Et donc là, heu, chacun, gère beaucoup de choses chez soi. Et donc on a évidemment, heu, des comités de concertation parce qu'évidemment, ben, tout est enchevêtré. Et donc il y a des décisions, chez l'un qui, bah, sont problématiques pour l'autre. Et donc voilà, on a, régulièrement des débats un peu houleux et des gens qui s'attaquent au Conseil d'État, des décisions, donc on s'attaque entre nous. Ça veut dire que, la région bruxelloise parfois attaque la région wallonne ou attaque la région flamande parce qu'elle prend une décision qui, heu, est problématique pour elle. Donc voilà, ça c'est un peu assez schématisé. Comment ça se passe? On va dire que ça se passe, pas trop bien, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, les flamands votent à droite et les francophones votent à gauche. Et donc tu as des gouvernements parfois qui sont là pour vous dire, en ce moment, le gouvernement d'Alexander De Croo, qui lui est, Open VLD. Open VLD c'est, centre droit. Et bien il y a pour avoir ces 76 députés minimum, on a eu besoin de 7 partis différents. On a, 2 partis de droite qui sont le MR francophone, Open VLD néerlandophone. On a, Écolo francophone, Groen, néerlandophone. D'ailleurs, c'est chaque fois ces partis sont frères. C'est droite, les bleus, Open VLD MR, vert, on a Groen, écolo, puis on a les socialistes, le PS francophone et le Vooruit, flamand. D'ailleurs, c'est rigolo, Vooruit, c'est En Marche, et là, c'est un parti socialiste. Heu et on a, le CDNV, c'est Christen, heu, Vlaming en Democraten, donc les démocrates flamands, chrétiens. Donc on a 7 partis. Pourquoi? Parce que côté flamand, on a les 2 plus gros partis qui font le plus de voix, c'est 2 partis, un d'extrême droite et un à droite, juste à gauche de l'extrême droite. Ça se passe bien du coup Et donc chez vous? pour que ces partis-là ne soient pas au gou et pour que ces partis-là ne soient pas au gouvernement, on a dû se mettre à un paquet, histoire que, ben, on ait, pas l'extrême droite, voilà. Mais on ne sait pas, on a des élections l'année prochaine, chez nous, vont être assez particulières. Et donc tu as des gouvernements avec des gens qui, sur le papier, sont pas vraiment faits pour aller ensemble. 7 partis pour gouverner un pays, c'est un peu sportif, quoi. Je me demande si je connais des politiciens belges et ben, j'avoue que non. Honnêtement, là j'en ai aucun en tête. Ouais. Salut Gérasimo. Moi je Mais non. moi Peut-être oui, perso Paul Magnette s'était fait, remarquer avec un discours assez musclé sur le CETA. Tu te son rappelles le nouveau ti CETA, c'est ouais, le CETA, TAFTA et tout, le CETA là. donc le CETA, c'est le traité de libre-échange Ouais, entre, l'Europe et le Canada, ouais. et que Paul Magnette a un peu enterré. Donc, l'Europe choisit, mais en fait après il fallait que, les parlements, nationaux valident. Eh bien, Paul Magnette a fait un discours, d'ailleurs je pense que c'est quelque chose que, on je ne sais pas si on peut l'écouter maintenant, mais que tu devrais écouter. Je pense que c'est un discours qui, qui va rester. Il y a pour beaucoup de gens, c'est sûr que chez les socialistes, européens, Paul Magnette, c'est un peu une rockstar, quoi. Je vais essayer de trouver un discours de Paul Magnette. Et 1er mai 2023. non, non, Paul Magnette, CETA. Ouais, c'est un discours Paul Magnette, CETA. OK. Un discours de Paul Magnette, j'ai trouvé un truc. L'extraordinaire discours de Paul Magnette. Extraordinaire discours. Alors regarde, hop, une petite vidéo sur Le Monde là. C'est bien remonté là. Et c'est vrai que, il y a quelque chose qui est assez, enfin, pas étrange, mais, nous, on a grandi, nous les Belges francophones, on a grandi avec
comme je vous l'ai dit, j'ai appris, moi, l'histoire de France et de Navarre de long en large. Puis j'ai grandi avec la télé française. TF1, Antenne 2, FR3, c'était mon quotidien. Nous, on regardait souvent le journal télévisé. On regardait souvent le journal télévisé belge, et puis on mettait TF1 ou France 2. Et donc, beaucoup de Belges regardent le JT français. Ah. Date Paul du Manet. 26 octobre, c'était mon anniversaire. J'avais. Pas parce que nous sommes plus bornés que les autres. Non. C'est pas parce que nous prendrions Giorgio plaisir à Armani être. Et s'il y a un est débat là. ici en Wallonie, et Alors, s'il y qu'est-ce a qu'il nous des raconte, Paul réticences Manet? ici en Wallonie, c'est pas parce que nous sommes plus bornés que les autres. C'est pas parce que nous prendrions Là, je me plaisir souviens à de belles être idées. le petit village gaulois. C'est pas parce que nous rêvons d'autarcie. C'est tout simplement parce que dans cette région, il y a deux particularités qu'on rencontre assez peu ailleurs en Europe. La première particularité, Elle est c'est longue, que la cette Wallonie a publicité. Il toujours se passe été quoi, là? une terre de grande Moi, j'ai la vitalité truc, moi. démocratique. Nous Oh, c'est avons du délai, hein. des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, Je vois qu'il y a du mobilisées, délai, en J'entends fait. qui rien. ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi. Nous ne pouvons pas en balayer le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés. Être isolé de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, J'arrive tout ce de suite. serait au Je moins vais me aussi chercher grave que un petit d'être mouchoir. diplomatiquement Vas-y, Donc, vous isolé. écoutez Et nous devons faire en sorte que ces liens très Polo forts Pain. que nous avons soient Le Polo Pain. préservés. C'est un premier élément du débat. C'était un beau discours, hein, notre ami Polo. Notre ami Paul Manet, un discours sur le pain. Il est très grand connaisseur. Oh, c'est bonne vanne, bonne vanne. J'aime bien. 1900, 1930, 2000, 2003 JT d'affilée. Alors, j'ai pas la référence. Est-ce que tu peux parler d'un quelque chose en particulier, copain? J'ai pas. Il a un beau fond, notre ami, quand il est pas là. Franchement, son fond est sympa, Mathéouche, derrière. Et je voyais pas, du coup, vu que tu étais devant. Ah, Ah oui, c'est loin la Belgique, la distance avec entre serveurs, c'est ça, hein, je pense que ça doit être ça, hein. La distance, donc ça met du délai en fait pour aller en Belgique, parce qu'il faut que le live parte de France, qu'il aille en Belgique et qu'il revienne de Belgique. Franchement, c'est stylé, Internet et autres. Ouais, bah tu vois, je savais même pas, moi, tu m'as appris un truc sur ta chaîne, hein, en vrai. Moi, j'ai toujours cru que c'était Mathéouche. Excellent. Ah, c'est bien, il faut mettre un petit peu d'humour sur ces sujets qui sont des fois compliqués et complexes, quoi. et oui, mon fond, ça représente euh, ce qu'on a fait sur la chaîne. Voilà, tous les gens dont on a beaucoup parlé. Il y a des Justement, rapports tout avec à la l'heure, on parlait Belgique? de. Quoi? Il y a des rapports avec l'histoire belge, la politique belge, du coup? Alors, ici, là, tu as le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Là. Ici, tu as. Ça, ce sont des œuvres d'art africaines spoliées. Euh, Ça, c'est là. Alors, attends, quoi d'autre? Euh, Après, non, pas tant que ça, hein. Ici, tu vois ce que c'est là. Là, c'est le Falling Man, la personne qui se suicide pendant le 11 septembre 2001. OK, ah ouais. On nous parle des brawlers Là, aussi. ouais, les brawlers. Les brawlers, c'est Internet et autres brawls. Et donc, il y a Chalf, qui est mon ami, qui est en train d'utiliser de plus en plus le mot les brawlers. Et peut-être que c'est en train de devenir après 3 ans et demi, peut-être que les membres de ma commu commencent à avoir peut-être un petit sobriquet. Tristan et Cancrela, est-ce que ça, c'est pas beau comme nom? C'est beau, c'est un beau lot. Merci beaucoup pour le follow, l'ami. Tu peux dire Marandou, ça de mousse, ça yon. Tu fais ta carte, ta boussole, pointeur le cap sur de la connaissance. Merci à toi. N'hésite pas à te présenter. Et bienvenue sur le pont. Saillon. C'était un beau pseudo, je trouve. Très recherché, Tristan et Cancrel. Ça me refait tomber un peu en enfance, mais c'est marrant. Ça.
Je sais plus. En plus, on se fait raid par la copine Astragal. Merci, petite Astragal, pour ton raid, c'était mercredi. Avec Sabine. Et ben, coucou, je te salue bien. Bah, comment ça s'est passé, votre petite soirée? Comment ça s'est passé entre deux? Je vous salue. Je vous salue. Les Astragaleux. Je crois que c'est Astragaleux, on dit. Un mini raid. Ah, c'est toi. Mais, comme on dit, pour l'intention qui compte. Ça me fait plaisir. Donc, pour ça, je te remercie. Et je te mets quand même des Aussi, je cœurs. mets un chapeau pour le raid. Et voilà. Ah, voilà. Et je t'envoie des petits cœurs dans le chat pour te remercier. Hop. Voilà, merci. Merci à toi. Ta présence. Avec Sabine. Mais oui, ça s'est bien passé avec Sabine. J'espère que c'est bien passé avec Sabine. C'était cool. Vous avez passé un bon moment. C'est mes copains de la culture compagnie. On fait des streams de culture, d'histoire de l'art, tout ça, tout ça. Et on dit bonsoir à la Belgique avec des frites. Des Cool, frites une ça, très fois, bien. des frites une fois, des Ah. frites deux fois. Alors, non plus. C'est vraiment le. En fait, cet accent de Coluche des années 80, personne en Belgique l'a jamais compris. Vraiment. Ouais. Donc, l'accent des frites, une fois, en fait, je connais personne qui parle comme ça. Moi. Et personne. C'est resté Et pourtant. donc, Hein. quoi? C'est resté pourtant. Hein. Et donc, C'est un truc dans la culture française, franchement. C'est assez classique. Hein. oui, oui, mais sauf que c'est un truc qui n'existe pas dans notre pays, quoi. Tu vois, tu parles de quelque chose qui n'existe pas ici. Ouais, bah pour nous, ça existe. Ouais. Du coup, je sais plus, D'Astragalette. je t'ai arrêté du coup dans ton explication, je crois, de la politique belgos. C'est ça. On était donc, je disais que la dernière chose que j'avais dit, c'est que les néerlandophones votaient à droite, que les francophones votaient à gauche, que on répondait à la question de Gérasimo qui demandait que si vous connaissiez un homme politique belge. Bon, alors, il y a eu pas mal de Français qui connaissaient Michel Dardenne. Euh, Michel Dardenne, on va faire ce qu'on appelle une sortie de route. Michel Dardenne. Disons. Je vais trouver une petite vidéo. Je pense qu'il y a des choses, parfois, je peux souffrir. Attends, voilà. Michel. Michel Dardenne, c'est un homme politique qui est belge, qui est Ouais, mort, ouais. ce qui est pas plus mal. Enfin, voilà. Ça Attends, se je vais essayer clip, de. hein. Franchement, ça se clip. Hein. Si quelqu'un a un clip, moi je trouve que c'est un bon clip, ça à faire. Hein. Clairement. Alors, attends. Hop, je te mets. Attends, je peux mettre des trucs dans le chat, moi, ou pas? Oui, je sais pas. Peut-être t'as pas les droits. Non, t'as pas les droits. Est-ce que Cybelle Pierre J'ai est mis une encore là? vidéo. Sinon, faut que tu me l'envoies à moi en MP. Tu m'envoies un MP à moi. Ouais, j'ai interdit les liens dans le chat, sauf pour les modos. Je l'ai mis dans le Ninja. Ah, tu l'as mis dans le Ninja. Bah attends, je vais récupérer en Ninja. Ninja! Enfin, je peux le mettre ailleurs, hein. Non, mais c'est bon, je vais récupérer en Ninja, c'est pas grave. Et donc, Michel Dardenne, c'était un homme politique francophone qui avait une élocution un peu lente et pas beaucoup aidé par le vin rouge au petit déjeuner et Ah! le whisky à midi. C'est votre Jean. En ce moment, C'est votre Jean Lassalle à vous, quoi. C'est la version belge de Jean Lassalle, j'ai l'impression. Et donc, il fut un temps, du temps de son vivant, on le voyait souvent à l'époque dans le Petit Journal, dans beaucoup de médias. Donc là, à BFM, je t'ai envoyé une petite vidéo de BFM. Mmh. J'ai la vidéo, je suis en train de Ça, il a été fort, fort connu. Alors, j'ai la vidéo, ok. Go. Ça date de quand ça? Alors, Ça date d'il y a 12 ans. on va vous mettre la petite vidéo là. une conférence Donc tu peux. de presse à l'issue du Conseil des ministres des Affaires sociales ici à Bruxelles, sous présidence belge, et le liégeois Michel Dardenne, papa, comme il aime s'appeler lui-même, a encore fait le spectacle. Il s'exprimait à propos de la réforme des retraites. Écoutez-le. Vous savez,
La Ah fabuleuse ouais, histoire politique de la cher Belgique. maître, Quel beau titre. j'adore un peu rigoler, madame ma vie. Une question que vous devez te poser. Ah Qui oui. aura le plus vite le livre blanc? C'est le commissaire ou le ministre? En fait, les circonstances de la vie font que nous avons déposé à peu près en même C'est temps, cadeau, c'est la le maison qui offre. commissaire et Mais il est bien moi-même, chargé, le monsieur, un hein. livre vert sur les pensions, que nous essayons tous les deux de faire avancer, lui au niveau européen, moi au niveau belge. Mais pour le moment, je suis impuissanté. Impuissanté, voilà donc une nouvelle Impuissanté. expression. Ah oui. Alors, renseignement. Ah ouais, c'est... Ah, c'est quelque chose, ce monsieur, hein. Et Maskis, tu veux envoyer un lien, faut que tu l'envoies en privé, par contre. Il n'y a pas de lien sur le chat. Sauf les modos. Et donc lui, il avait, je pense que maintenant c'est passé, mais il était très connu à un moment. Ah ouais. Ah, Et alors il y en a plein des trucs comme ça. il a pas bu, le mec, il a pris 2 bouteilles pour lui tout seul, hein. Et il a pris Quel phénomène, je ne me rendais pas. Salut Elisa. Il parle à vitesse. Oui, oui, il parle à vitesse réelle. Oui, oui, oui. Il avait une élocution un peu. Ah, ce monsieur, il est Ce plus monsieur est qu'alcoolique, hein. alcoolique. Plus qu'alcoolique, je pense. On est Ouais. plus que dans l'alcoolisme, là, on est vraiment dans le Et voilà. Et alors il y a Phil qui dit, et alors il papa. disait, il faisait comme ça. Et tout le monde aime papa, hein. Ah oui? Et encore, moi je ne le fais pas bien. Je suis très mauvais pour faire les imitations. Mais Michel Dardenne, c'était quelque chose. Ben donc lui, on me demandait si Gérasime me demandait si les Français connaissent la politique. Bah, ils connaissaient beaucoup. À une époque, Ah ils ouais. connaissaient Michel Dardenne. Ouais, oui, au soir où il a remporté des élections, Il a il réussi à était être élu, ce clairement monsieur? bourré à la télé. Quoi? Il s'est fait élire, ce monsieur? Attends, il a été élu, mais haut la main. Mais non. Le Liégeois alcoolique et bourré votait pour un Liégeois alcoolique et bourré. Ah merci Mesquidi pour le petit J'exagère. clip, ça fait J'exagère un peu, plaisir. mais oui, il a été élu beaucoup de fois. Il a été élu beaucoup de fois, mais alors il a été mouillé dans des trucs. Ah bah Ce oui, monsieur avait on une le sait qu'il est entreprise mouillé, qui hein. faisait de la révision d'entreprise. Ouais. Il était réviseur d'entreprise. Donc il a une entreprise qui vérifiait les comptes des entreprises, dont d'entreprises privées. Quand il a fait de la politique, bon, il s'est plus occupé de l'entreprise. Mais donc, quand même, son entreprise, même si elle était plus à lui, elle révisait les comptes de toutes les de plein d'entreprises publiques dont il gérait les budgets. Enfin, il y a eu des histoires, on a parlé de ça, ça a été maintenant il y a son fils aussi qui a des histoires avec la justice. Enfin voilà. Le Sérieusement, quand tu es à côté, ça doit sentir l'alcool, collaborateur ou autre doivent le sentir à milieu. Il va même l'avoir sur toi l'alcool, hein, franchement ça Je ne dis pas doit qu'il était tout le temps seul, transférer, mais hein. c'est son élocution aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et donc voilà, après, j'ai connu, comme journaliste politique, j'ai connu pas mal de gens au parti socialiste Mmh. et ils me disaient que malgré tout, il restait très compétent, sur les matières économiques. D'ailleurs, je peux vous raconter une histoire. Il y avait des commissions internes au parti, voilà, pour des choses et ils étaient en train de regarder des comptes d'associations et il dit: «Attends, le gars qui passe du vin rouge au whisky en prenant une bière entre les 2, les autres, nous, on était, un gars qui m'explique, moi, il dit: «Je ne voyais plus rien, je n'étais plus capable de lire» et pendant ça, Michel Dardenne, il fait: «Hé, là-bas, c'est pas bon les comptes, hein?» En fait, lui, tout bourré, il était encore capable de lire des bilans, c'est ça, Friel qui dit: «Abattable avec les chiffres n'empêche» Ah ouais, c'est incroyable, et c'est donc tout le monde aime papa, si tu entends ça, tu sais qu'on parle de Michel Dardenne. mais incroyable ce monsieur quand même. L'impuissanté. Ouais, ouais, l'impuissanté, il y en a, j'en ai pris un, il y a des vidéos, si avant tu t'embêtes, Ah oui, tu en tu sais que j'en fais quoi. Voilà. ah oui, oui, il y a des vidéos, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il est mort, il est décédé en 2012, ouais, donc c'est ça, Ah c'est oui pour quand ça même, qu'on ah en ça parle, ah oui ça remonte quand même déjà, ouais. ouais, ouais, Impuissant mais impuissanté, mais et il y a des vidéos, les bonbons de Michel Dardenne, ah oui, on peut faire une compilation quoi. oh là là. On peut faire une bonne compilation sur Michel. C'est Mais midi. justement, je t'ai trouvé une compile. Si jamais je te la mets là, si tu as envie de te faire une compile de Michel Dardenne, je te l'ai envoyée là.
J'irai regarder ça. Alors, Et donc voilà. Alors heu, est-ce que je rends service à la Belgique en vous présentant Michel Dardenne? Je ne sais pas. Mais, mais il a heu, occupé des grosses fonctions, ce monsieur. Michel Dardenne ou Éric Dupond-Moretti, Ah, Dirk moi je prendrais Dupond-Moretti, quand même d'accord. Michel Dardenne, quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Moi, il maîtrise ses chiffres, lui. Mais donc, que dire encore sur ce beau pays? D'ailleurs, tu avais plein de petites questions, je ne sais pas si on les balaye toutes ou pas, Ouais, non, mais là, peut-être une, du coup, là, tu parlais de Michel Dardenne. C'est qui, du coup, peut-être, si on revient, si tu as commencé à parler des personnages, peut-être des personnages emblématiques de l'histoire politique belge? Heu, c'est ce tu oui, ça tu as mis ça, c'est une bonne question. Qui sont les personnages emblématiques de la politique belge? On a, Dardenne en un. non, 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 non. On a, bah, en fait, est-ce que c'est tant est-ce oui, il y a des personnalités, mais moi, ce que je retiens plus de la Belgique, c'est que, c'est que la Belgique est un des pays pionniers de l'Union européenne. On est clairement un des piliers de l'Union européenne. On a été, à la base de pas mal de choses, beaucoup de discussions. La Belgique et le Benelux, parce qu'en fait, les Pays-Bas et le Luxembourg, tout petit pays que nous étions après cette deuxième guerre mondiale, heu je pense qu'on était, quelque part, très motivés à ce qu'il y ait plus la guerre autour de nous. Puisqu'en fait, c'est chaque fois nous, c'est pas nous qu'on vise, mais c'est nous qui ramassons au passage les Allemands quand ils vont voir les Français, ils passent toujours par chez nous. Donc je pense qu'il y avait une grosse motivation, il y avait une grosse motivation, belge et hollandaise et luxembourgeoise aussi à ce que, on arrive à avoir quelque chose et je pense que là en Belgique, il y a eu quand même des hommes et des femmes d'ailleurs aussi, qui ont œuvré pour que cette robe grandisse et je pense que finalement c'est peut-être ça que j'ai envie de retenir. Est-ce que je ne sais pas. En fait, tu sais, cette question m'a toujours un peu dérangé, heu et était vraiment personnifiée par mon fils qui me demandait: «C'est quoi ton préféré? C'est quoi ton préféré?» et je c'est jamais le préféré parce que, comme on le dit, tout est une question de contexte. Heu Il y a des gens c'est vrai qu'on a Yves Le Terme, Premier ministre, celui-là qui chantait, la Marseillaise. C'est vrai que c'était heu, assez rock'n'roll, mais je ne sais pas s'il y a une personne, Il y avait une je dirais oui, moi vraiment le côté belge du compromis qui est maintenant un peu mis, en difficulté, mais on est un pays où finalement avec nos 2 communautés, on a réussi à passer beaucoup d'accords, à gérer beaucoup de problèmes, parce qu'on trouvait des solutions, parce qu'il y avait le compromis et donc en Belgique, c'est ça. Le compromis, ce fameux compromis à la belge comme on l'appelle chez nous, où, malgré du fait qu'on soit de gauche et de droite, on arrive à trouver une solution au milieu, sans s'entretuer, je veux dire même symboliquement comme les Français peuvent le faire entre eux, entre droite et gauche. Heu, voilà. Ça commence à arriver chez nous. On a des personnalités qui, poussent à ce que ça clive. Mais, en vrai, on a réussi à passer, autour de pas mal de choses et je vais continuer sur ce compromis à la belge. Moi, j'habite un pays où on a trouvé une solution pour l'avortement en 91 et puis, depuis les années 2000, on a autorisé le mariage, pour tous. Il y a eu, manifestation de quelques milliers de personnes et des partis de droite ont voté pour le mariage pour tous. Heu, voilà, il y a eu un petit peu de tension, pas de discussion, c'est passé, hop, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il y a le mariage pour tous. Un peu plus tard, quelques années après, on a voté le l'autorisation de l'euthanasie. Il y a eu des discussions au parlement, en commission. On a voté l'euthanasie. Ça s'est fait. Un peu plus tard, on a voté pour l'euthanasie des, plus de 14 ans. Ça a pris beaucoup de temps de discussion. Il y a pas une manif, voilà, on le fait.
bon, pour les Français, je vous rassure, on tue pas plein d'enfants de 14 ans. C'est, dans des cas hyper précis, où ils auraient des maladies incurables, où même la morphine ne te permet pas de voilà et donc non, mais mais c'est possible et je trouve que ça, c'est bien ce côté en Belgique, on le fait, heu d'ailleurs, vous savez, l'exemple belge démontre qu'on peut se passer de gouvernement. J'en parlerai après de cette histoire de passer de gouvernement. Ça peut être intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand en France, vous avez commencé à parler du mariage pour tous, c'était en 2011, 2012. 2012, juste après l'arrivée de François Hollande à la présidence, on a regardé vos discussions avec des yeux ébahis et effarés. Effaré parce que, quand tu entends des gens qui hurlent que, les hallebardes vont tomber sur la France, que Dieu va punir, et que ça, c'est pas un prédicateur qui raconte ça, aux Champs-Élysées, mais des députés, qui ont fait l'ENA et je sais pas quelle autre école, enfin je des débats et puis ce qu'on a entendu à la télévision, les parents qui disaient que, ils allaient répudier leurs enfants s'ils étaient homosexuels, enfin, il y a tout du côté et comme je vous l'ai dit juste avant, en Belgique, on regarde les télés françaises. Donc nous, les gens qui sur TF1 disent, «De toute façon, s'ils sont homosexuels, ils vont brûler en enfer», tu es là, tu te dis: «Ah oui, c'est OK, ah oui, les lumières, égalité, fraternité», tu te dis: «Ouais, vraiment cette période a été très, d'abord compliqué aussi pour beaucoup de Français. Je pense que tout le monde n'était pas hyper, enchanté, mais quand tu es de l'autre côté, tu te dis: «Tiens, on est vraiment différents, quoi». Nous, on n'a pas eu ça et vraiment il y avait je pense même à côté il y a une forme de fierté de se dire: «Bah, nous, on a quand même réussi à gérer ça, de manière un petit peu différente». Et ça voilà, ben, c'est, finalement pas une personnalité, mais peut-être cette espèce de compromis à la belge qui fait qu'on arrive à discuter ensemble, même sur des thématiques compliquées. Et on arrive à aboutir à des choses et au final, après, une fois que c'est voté, après c'est passé. Alors, pas propre à la Belgique, mais les hommes politiques doués arrivent presque à te faire dire: «Oui, ils ont raison», alors que c'est l'opposé de tes valeurs. Ça me perturbe à chaque fois. Ça, j'ai pas compris tout à fait. Mais donc après Je pense qu'il y on a une pourra revenir transition. sur le Ouais, le pays sans gouvernement. ouais, parce que je pense que c'est une transition pour parler un petit peu des institutions, comment fonctionnent les institutions belges et comment ils ont réussi du coup ça va être un petit peu entre guillemets «à ne pas avoir de gouvernement» pendant un certain temps quoi. Qui est un peu tiré Alors par les donc, cheveux quoi. on a fait une erreur on a fait une erreur au moment de la fédéralisation du pays. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, notre pays a évolué. Il y a eu, plusieurs réformes de l'État. Maintenant, on a un État fédéral, on a 3 régions, on a 3 communautés. Voilà et tout ça, chacun a des compétences, tout chacun a des compétences qui sont, certaines, la mobilité, il y a la mobilité au fédéral et aux régions aussi. Il y a de la santé à différents niveaux. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. En Suisse, il y a 27 ministres de la santé. Puisqu'il y a il y a le fédéral et puis il Ouais. y a les cantons, ils ont tous un ministre de la santé, voilà et pendant le covid, ils faisaient des réunions à 27 pour parler du covid. Heu, nous, un peu moins. Ce que je veux dire, c'est que, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que en Belgique, quand après nos élections, le gouvernement ne démissionne pas. Le gouvernement démissionne Heu, quand le nouveau gouvernement prend salut Igara Girl. Quand le gouvernement, prend ses fonctions et ce qui fait que quand on dit que le la Belgique se passe de gouvernement, en fait, la Belgique ne se fait pas passer de gouvernement. C'est-à-dire que notre premier ministre est resté premier ministre, le gouvernement est resté et donc c'est un gouvernement de plein exercice. Alors, l'usage veut que tu commences pas allez, à créer une nouvelle politique et tout ça. Et donc, de toute façon, on le fait. On dit que c'est un gouvernement allez, en affaires courantes. Mais la Belgique, en affaires courantes, elle a été faire la guerre au Mali quand même. Donc, euh, en mode, euh, on peut prendre des décisions, quoi. Alors, ils ont fait quand même quelque chose dont ils n'étaient pas obligés de faire, c'est qu'ils ont quand même discuté avec les partis qui ont gagné les élections. Donc, il y a quand même une concertation, et qui est une concertation un peu de principe, mais
Mais en fait, les choses continuent à tourner. Alors, il y a un peu moins de gens dans les cabinets, des choses comme ça. Mais en vrai, ben, pour gérer le pays, euh, les gens ont fait le taf. Alors oui, on n'a pas engagé de nouvelles politiques pendant ce temps-là. Le fédéral n'a pas engagé de nouvelles politiques. Et c'est là aussi que chez nous, l'intérêt de ce fédéralisme, bah, c'est que les régions, elles, ont fait des politiques. Les communautés, elles, ont fait des politiques. Et donc, euh, voilà, nous avons eu un gouvernement d'affaires courantes pendant des mois, mais donc affaires courantes ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Ça veut dire qu'il n'engage pas de nouvelles politiques. Et en fait, les autres gouvernements, eux, engagent des politiques. Et donc, en vrai, ben, voilà. Et donc, comme il y avait, en plus, comme il n'y avait pas de nouvelles politiques au fédéral, il n'y avait pas de dispute entre flamands et francophones, puisque les régions sont la région flamande, la région francophone. En région bruxelloise, c'est le gouvernement est aussi moitié-moitié, mais ils s'entendent assez bien, donc il n'y a pas trop de disputes. Et donc, c'est vrai qu'en plus, pendant ces affaires courantes, et pendant que la création du nouveau gouvernement, il y avait des disputes entre les négociateurs. Mais le gouvernement lui-même, il était là, il a fait le taf. Et en fait, comme il a fait le taf, on pense qu'il n'était pas là. Il a fait le taf et ils ne se sont pas disputés. Donc voilà. Mais donc, on n'a jamais été sans gouvernement. Mais donc, cette période dite sans gouvernement, elle était quand même de 542 jours, je pense, qui est quand même pas mal. Et donc, pendant ce temps-là, on a négocié. Mais on a négocié pour avoir un accord du gouvernement. Et donc, à la fin, on savait ce qu'on allait faire. Ce qui, par exemple, pour l'instant, techniquement, on pourrait dire que la France est aussi sans gouvernement, si on comparait la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, techniquement, c'est parce que vous avez le 49-3. Sinon, c'est pas parce que vous avez un gouvernement au-dessus que vous pourrez décider des choses. Dans un pays comme la Belgique, ben, soit allez, c'est Renaissance aurait dû trouver un accord certainement avec les LR. Bah, sinon, vous aurez déjà été revoté. Parce qu'en fait, ça n'aurait pas été possible. Et donc, euh, le- toujours allez, cette période est un peu bizarre, mais on l'a assez bien vécu parce que tout le monde est resté en place. Les parlementaires ont continué à travailler. De nouveau, c'était pas au même rythme que si le gouvernement était de plein exercice, tout à fait. Mais en vrai, on a toujours eu un gouvernement. Il y avait une question d'ailleurs qui est là-dessus, c'est, on n'en a pas parlé, mais quelle est la place du roi dans la politique belge? Et du coup, dans cet espace-là, est-ce qu'il a eu plus de pouvoir, du coup, dans cette période, justement? Alors, le roi, les deux premiers ont eu beaucoup de pouvoir. Au 19e siècle, Léopold Ier et Léopold II ont eu pas mal de pouvoir. Euh, on a eu, après, je ne vais pas faire toute l'histoire de la royauté, mais j'avance dans l'histoire, après, notre roi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est fait prisonnier. Il s'est fait prisonnier, on l'a mis dans un château en Allemagne. Il s'est marié pendant la guerre, ce qui était comme pas terrible pour les Belges. À son retour, il y a eu une discussion, ce qu'on appelait la question royale, est-ce que le roi s'en va, oui ou non? Au final, il a abdiqué pour son fils Baudouin. Baudouin est un roi qui a été pas mal, qui a eu une influence politique, mais qui est une influence plutôt de discussion. Il y a une fois par semaine une réunion avec le Premier ministre et ça discute. Ça discute, il est resté assez longtemps. Après lui, il y a eu, je pense que ça a été la fin quand il est mort en 93, je pense. 93, notre roi est mort, puis ça a été son frère, Albert, qui est devenu, Albert II, qui est devenu roi des Belges. À partir de ce moment-là, l'influence du roi a quelque peu, disparu. Salut Price, le roi, a quelque peu, son influence a quelque peu disparu. Il en a une quand même, au moment des élections. C'est-à-dire que comme l'a dit dans le chat Frill, il nomme les négociateurs, informateurs des mineurs. L'informateur, après les élections, c'est souvent quelqu'un issu du plus grand parti, celui qui a fait le, le plus de voix, et il va consulter. Comme il faut des gouvernements de coalition, bah, en fait, il faut savoir qui veut monter au gouvernement, qui ne veut pas, quelles sont les conditions, et donc il y a une première mission d'information. Eh bien, cette mission d'information, elle est portée par un informateur qui est désigné par le roi. Mais bon, le roi, il fait rarement ça tout seul. Il a un cabinet autour de lui, le roi a son propre cabinet, et ça discute quand même régulièrement avec le Premier ministre actuel. Donc,
voilà, il a une forme de, il essaie de mettre de l'huile dans les rouages, mais il a pas une véritable voilà, il a une voilà, donc il convoque les gens et ils discutent et donc ce qu'il peut avoir, c'est une forme de persuasion, de discussion. Donc ça évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans ces discussions, mais c'est quelque part le seul pouvoir du roi. Et alors après, il a aussi un rôle, mais qui est un rôle vraiment protocolaire, c'est qu'il signe les lois. Toutes les lois doivent être signées par le roi. On ne lui demande pas son avis, tu es d'accord, pas d'accord. Et donc, on peut rappeler qu'en 1991, quand le gouvernement belge a décidé de dépénaliser l'avortement, notre roi Baudouin, qui était très proche de l'Opus Dei, n'a pas, voilà, il n'a pas voulu signer et donc on l'a mis en incapacité pendant 24 heures. Et quand le roi est en incapacité, eh bien, s'il faut signer un texte, c'est le Premier ministre qui le fait à sa place. Donc euh, petite entourloupe. Donc voilà, on a eu un roi qui était au chômage pendant 24 heures pour qu'on puisse signer la loi sur l'avortement. Et alors maintenant, pour finir, il a un rôle. Il sert des pinces quand on fait des missions économiques à Taïwan ou au Costa Rica. Euh, les familles royales, c'est pas mal quand tu veux faire du business. Ça fait des cocktails et les gens viennent voir le roi et signent des contrats. Et si tu nous fais un petit topo sur les institutions aujourd'hui, comment tu vois quels sont les enjeux du coup de la Belgique, l'enjeu, l'avenir de la Belgique? Mais les enjeux de la Belgique, le gros enjeu, je pense, pour les élections du 9 juin, ça va être de savoir si l'ANVA, donc c'est le parti de droite. Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait un parti extrême droite. Là, c'est le Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, ça veut dire l'importance flamande. Et il y a la NVA, de Nieuwe Vlaamse Alliantie, donc la nouvelle alliance flamande. La NVA, c'est un parti de droite, mais avec des gens qui ont des photos avec des SS et des autres, Jean-Marie Le Pen et autres, dans sa grande époque où il aimait bien. Parce que maintenant, vu qu'il est plus antisémite, mais il y a une époque où il était antisémite, euh, à cette belle époque où il était antisémite, voilà, il y en a pas mal de gens de la NVA qui ont des photos avec lui. Eh bien, ces gens-là sont plus à gauche que le Vlaams Belang. Pour te dire un peu Ah. pour te dire un petit peu le tableau. Et la NVA dit, euh, la NVA dit qu'ils n'iront jamais gouverner avec l'extrême droite. Ça, c'est une des questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce que vraiment ils le disent comme ça, mais il y a quand même des gens qui se disent qu'au sein du parti, il y a quand même des gens qui sont prêts à les gouverner avec l'extrême droite. Et donc, on pourrait avoir le nord du pays qui tomberait à l'extrême droite. Est-ce que je crois que ça va arriver maintenant? J'avoue, je n'en sais rien, j'espère que non. J'ai beaucoup de copains flamands et j'espère pour eux qu'ils ne se trouvent pas avec un tel gouvernement. Donc ça, c'est un des enjeux. Un des autres enjeux, ça va être est-ce qu'on va arriver à ne pas mettre 500 jours ou 600 jours à faire un nouveau gouvernement? Puisque si au fédéral, ces partis font aussi beaucoup de voix, on va de nouveau devoir avoir un aéropage de 5, 6, 7, 8 partis. Et je pense que beaucoup de gens voudraient éviter qu'il y ait 6, 7 ou 8 partis, mais qu'il y en ait plutôt 6. Ça veut dire moins de personnes autour de la table, plus de facilité à travailler. Ça, c'est clair que ça va être un fameux challenge. Alors, pour celles et ceux qui suivent un petit peu la politique belge via mon stream, ils ont déjà eu l'occasion d'entendre parler de quelqu'un qui s'appelle GLB, Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher, c'est un type qui est le président du MR, qui est à droite, qui a il transforme ce parti qui est d'une droite conservatrice à une droite plus populiste. Et une grande question, c'est il a réussi à se faire détester par plein de gens, mais il a quand même réussi à se faire aimer par beaucoup d'autres. Et donc la question, c'est est-ce qu'il va faire couler son parti? Et donc, quand je dis couler, c'est
Est-ce que son parti va sortir de toutes les majorités où ils sont? Ce qui est une possibilité, puisque tous les autres partis voudraient se passer de lui. Et donc lui, son pari, c'est qu'il se rende indispensable pour qu'on doive faire des coalitions avec lui. Donc je rappelle, on doit faire des coalitions, donc partout, il faut au moins 50 dans chaque parlement, où tu es présent et que tu veux être au gouvernement, tu dois avoir au moins 50 des voix, chez les parlementaires. Et donc lui, son pari, c'est qu'il soit indispensable et que pour avoir ces 50 à chaque fois, tu aies besoin de lui. Donc ça va être une grande, grande, grande inconnue, hein, de cette élection. On verra bien. J'avoue que je ne sais pas non plus. Moi, je pense qu'il a tout fait pour se faire détester de tous ses potentiels partenaires, même le parti frère flamand. Donc je vous dis, hein, il y a chaque fois un parti francophone et un parti flamand qui sont, qui n'ont, qui sont totalement différents, mais qui ont une proximité, on va dire, philosophique. Les écolos, les Groen, les libéraux, MR, Open VLD, etc. Et donc, le parti frère, l'Open VLD, n'a pas beaucoup aimé de se faire insulter par le président du parti d'en face. Et donc, on verra ce que ça donnera. Mais tu m'étonnes qu'ils ont pas beaucoup aimé. Et est-ce que tu aurais, qu'est-ce qui, du coup, il serait primordial de savoir sur l'histoire politique belge? On doit retenir quelque chose. Par la politique belge même. Retenir quelque chose de l'histoire de Belgique. Ou même de la politique belge, quels sont les Ben, éléments importants? je vais- j'allais te dire un truc qu'il faut retenir, c'est que chez nous, en 1992, euh, euh, en 1992, on a André Cols, qui était un homme politique du sérail liégeois, qui a été abattu sur un parking. Et on a retrouvé ses assassins. Et en fait, on ne sait pas exactement par qui. Il y a des noms, mais il a été abattu. C'est un assassinat politique qui a été perpétré sur commande d'autres personnes du Parti socialiste. Ce qui est quelque chose et surtout, on sait pas tout à fait qui. Et donc, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans en Belgique. euh, il y a 30 ans en Belgique, des socialistes francophones ont fait assassiner un socialiste francophone. Euh, on, on a, c'est il n'y a pas longtemps, 30 ans. Un peu après, d'autres socialistes, des socialistes flamands, se sont retrouvés avec des histoires. Ben, c'est la même histoire. Vous savez, il y a l'affaire de Karachi avec Balladur. Et ben nous, au même moment, on a d'autres affaires avec aussi des histoires d'hélicoptères. On a eu comme ça, voilà, cette période et qui a un peu continué après, heu, de trucs, c'est il y a 30 ans. Moi, c'est quelque chose qui me marque de se dire que, c'était il y a 30 ans et je le dis parce que je veux parler de maintenant. Quand on dit: «Ah, les gens, ils sont pourris». Ah bah, en fait, je dis pas que nos politiciens, comme les gens aiment à le dire, sont, pas pourris ou tout ça. Mais si on compare, il y a 30 ans, il y avait des assassinats. Quelques 2 ou 3 ans avant, on a un homme politique, très connu en Belgique, Paul Van den Boenan, qui était enlevé contre rançon. Et beaucoup de gens pensent qu'il était mêlé dans l'histoire de son propre enlèvement. On parlait de centaines de millions de détournements, tout ça. C'était c'était il y a 30 ans. Alors il y a des affaires, on le voit maintenant, on a, le ministre de la justice français qui passe devant une cour. Je pense quand même que les choses ont évolué et donc quand je dis, évoluer, ça ne veut pas dire qu'il faut faire: «Ouais, magnifique, ils sont super maintenant». Je pense qu'il faut mettre de la nuance. Je pense que le monde politique a énormément évolué dans nos pays. Donc on voit qu'il y a encore de la corruption, on voit qu'il y a des tas de choses. Mais je pense que si justement là, c'est un travail peut-être d'historien politique à faire, c'est que, jusque dans les années 80, la politique a été finan on ne sait pas comment on finançait la politique. En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas qui finançait, on ne sait pas comment on finançait. Heu, on n'avait rien, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait quasi pas d'informatique, tout était fait, de main à main. Je pense que les choses ont beaucoup évolué.
je pense que quand on regarde nos hommes et nos femmes politiques, maintenant, il y a beaucoup de gens, qui essayent de faire des choses. Et donc plutôt que de parler d'une personne, c'est pour dire qu'on doit essayer de et c'est très difficile, parce que ces affaires, elles sont pas loin. Ce meurtre, on a tous vu toutes ces histoires, des magouilles de Sarkozy, maintenant ici autour de Sarkozy. On voit maintenant autour de Macron, il y a combien? Il y a une quinzaine de ministres ou ex-ministres qui ont été accusés, poursuivis, enfin 15 ou 16 ou 17, c'est énorme. Mais, je pense qu'on ne doit pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien, surtout au niveau local. Les maires, il y a 36 000 maires de France. Il y a beaucoup de gens là-dedans, ils n'ont pas touché 1 million de quoi que ce soit. Ils payent, on leur a peut-être offert une bière ou un petit ballon, au café du coin. Mais beaucoup de gens font, de la politique pour aider leurs voisins, pour s'occuper de leur mairie ou de leur commune et je pense que, on ne doit pas oublier tous ces gens. Il y a beaucoup de gens qui font, de la politique au mieux qu'ils peuvent. En Belgique, moi, je connais plein de gens qui ont, 25, 30, 35 ans qui se sont investis en politique parce qu'ils ont envie de changer les choses, parce qu'ils ont grandi avec ces affaires de gens qui se font assassiner, de commissions, ces gens, les mallettes de 50 millions pour Sarkozy, je sais pas si c'est vrai. Heu, voilà, on a grandi avec ça. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? On le sait pas. En tout cas, il y a des fortes suspicions. Il y a des gens qui ont grandi avec ça. Il y a des gens qui essaient de faire de la politique maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis souvent sur ma chaîne, heu, on doit soutenir les jeunes et tous les autres. Et quand je dis jeunes, pas, c'est des gens jusque 45-50 qui ont grandi avec ça et qui veulent changer et que, pas crier, tous pourris, de toute façon ils valent rien et enfin plein de choses. Je pense qu'on doit, essayer de soutenir les gens qui font bien leur travail et on a besoin de la politique et donc voilà, moi je fais plutôt je ce qui me marque, c'est je vois encore malgré tout beaucoup de gens qui s'investissent en politique avec la volonté de changer les choses et ça je pense que c'est très important. Et je suis totalement d'accord. Et puis, il y a une question qui allait dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une proximité qui se fait au niveau local et les jeunes, on a cette vision en fait des grands politicards, des politiques nationales qui sont peut-être des suspicions de corruption, des suspicions de malhonnêteté, ceci, cela, des affaires fesses. Mais par contre, tu as la grande majorité des gens qui font de la politique locale, départementale, qui sont des gens qui te donnent corps et âme. Et même en France, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en tout cas, en France, qui gagnent peanuts, c'est souvent qui font ça en plus de leur taf, parce qu'ils ont cette volonté, cette ambition de changer les choses, de s'impliquer et d'améliorer en fait la vie de leurs concitoyens et des gens, que ce soit de quartier, que ce soit au niveau local. Et je pense qu'il y a un énorme impact qu'on peut avoir directement en s'impliquant au niveau local. Il faut encourager ces initiatives, ces jeunes et ces moins jeunes qui s'investissent en politique parce que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est important pour qu'on ait créer des sociétés de vivre ensemble qui fonctionnent le mieux possible. Et Mais sans c'est trop. c'est sûr, je suis tout à fait d'accord et je pense même qu'on peut dire que, heu, même à l'Assemblée nationale, si on suit un peu les débats de l'Assemblée nationale, chez Hugo Perchoir, chez Jean Massier, il y a des gens, tu vois que c'est des gens qui travaillent, qui portent des dossiers, je pense qu'on a même là mais c'est sûr, tu as tout à fait raison, le niveau local, il y a plein de gens, comme tu le dis, il y a des gens, ils payent presque pour être, maire. Quand je dis qu'ils payent, c'est qu'ils reçoivent un salaire un peu de misère et qu'il y a des choses il y a des endroits, dans les petites, nous on a plus ça. En France, en Belgique, il y a plus de toutes petites mairies. En France, il y a des endroits perdus, il y a une mairie, heu, le le maire paye son essence pour aller chercher des trucs, mais il ne le fait même pas rembourser parce qu'en fait, ils n'ont pas l'argent pour le faire et donc avec des salaires qui sont, parfois ridicules, heu et ces gens font juste ça parce qu'en fait, quelqu'un doit le faire. Et donc je pense que c'est ça aussi quand on dit: «C'est ce tous-là, tous pourris», eh ben non, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses et tu as raison et on doit les soutenir, mais il y a des gens partout. Le problème, c'est qu'évidemment, chaque fois que tu as une affaire qui sort et qui sont malheureusement des très grosses affaires, on se retrouve que la question c'est en qui on peut avoir confiance? Et donc ça, c'est compliqué et je pense qu'une des manières de faire confiance à des gens, c'est de suivre un peu. Et pour ceux vous savez comment on peut commencer à faire? Commencez à regarder ce que fait votre député en France. Voilà, vous habitez dans un département, vous avez, tel ou tel député, bah, commencez comme ça. Qu'est-ce qui fait mon député? Je peux lui demander: «Tiens», voilà, on commence comme ça. Est-ce que je peux avoir confiance dans mon député? Et puis on voit et on peut grandir comme ça. Ce qui est intéressant aussi,
Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont moins de 25 ans ou de 30 ans, c'est de trouver des gens que vous suivez un peu au niveau local et puis regarder quand ils grandissent, qu'ils deviennent maires, puis députés. Parfois, ça permet aussi de comprendre ce qu'ils font et de leur poser des questions régulièrement. Il y a une chose qui est, les politiques, si on leur pose pas trop de questions, ils font un peu ce qu'ils veulent. Eh ben, si on les contrôlait un et contrôlait, pas de manière méchante: «Tiens, expliquez-moi sur tel, qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez fait?» Voilà, ça crée aussi une espèce de lien, une espèce de contrôle un peu indirect. On peut tous, en fait, un peu avoir un une, une main, sur nos politiques et je dis ça de manière assez positive, hein et aussi, finalement, de savoir ce qui se passe plutôt que d'être étonné, de dire qu'on ne nous dit rien et cetera et cetera. Enfin, moi, avant de te poser des questions de fin, d'échange, je vais conclure sur le fait que tu disais que les gens gagnent salaire misère. Je sais que moi, par exemple, collaborateur politique, je pense, dans une des toutes petites mairies, ça peut gagner seulement 300. Clairement, avec 300, tu vis pas, donc faut travailler à côté. Donc clairement, c'est vraiment du temps, de l'énergie qui est donné par ça et sans transition aucune. Est-ce que tu aurais une citation politique, ou pas, en rapport ou pas avec l'histoire politique belge? Un mantra de vie partagé? Beh, oui, je vais d'abord faire, parce que je veux être sûr de ma réponse, je vais vous dire: «L'union fait la force» et pourquoi je vais dire: «L'union fait la force»? Parce que ça correspond bien à la Belgique, mais vous savoir pourquoi je dis ça. «L'union fait la force», c'est le, hop, la devise belge, nationale, mais c'est aussi la devise de la Bulgarie, de l'Angola, de la Bolivie, de la Géorgie et de la Malaisie. Donc nous en Belgique, je l'avais dit au début du live, la Belgique, c'est un truc bricolé. Et ben, on a une devise. On n'a pas notre devise, on a une devise, un peu en carton, qu'on peut hop, merde, je dois dire quelque chose, je vais chercher sur citation sur sur Google, hop là et j'ai bah, la Belgique, même notre devise nationale, c'est un brol que qui est, que qu'on partage avec 6 ou 7 pays et je trouve que voilà, ça. Et c'est pas une question de honte ou quoi, mais je trouve ça assez rigolo. Drôle. C'est que tout on a un pays inventé, en fait. On a un pays qui n'a pas d'histoire. Enfin, alors qu'on si on s'est créé une histoire, mais on n'a pas une histoire longue sur laquelle construire des choses. Regardez, on voit aussi les États-Unis qui sont un pays, qui sont nés, finalement, pas si longtemps que ça, 60 ans avant la Belgique aussi. On voit bien qu'il y a un manque d'histoire sur pas mal de choses, et c'est clair que tu as d'autres pays qui ont des longues histoires qui se reposent dessus. Il y a des choses à raconter, voilà. Nous, bah, on a une devise nationale comme 6 autres pays dans le monde. OK, merci. Est-ce que maintenant tu aurais une petite lecture à nous partager? Toi qui veulent en savoir plus. Sur la Belgique? Belgique, l'histoire J'ai belge, pas la une politique lecture à belge. partager sur la Belgique. Bonne question, bonne question. Là, je suis en train oui, 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 attends. Qu'est-ce que non, 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 non. Est-ce que Elisa est encore là? Tout à j'ai en fait, j'ai un trou noir. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme, heu, bah, je ne sais pas. Eh ben, Je ne sais pas, mais est-ce que je peux vous proposer une autre lecture alors? Si on oublie un peu la Belgique, ouais, si propose-nous, on allez. oublie un peu oublions un peu la Belgique. J'arrive, je vais vous prendre une lecture, je vais vous proposer j'arrive tout de suite. Laisse-moi, 7 secondes. 7 secondes. Eh ben, je te laisse 7 secondes alors. C'est excellent ça, je veux bien. Je m'attends à tout. Alors, sur quelle thématique on va nous proposer une lecture? Ah si, tu des idées sur qu'est-ce qu'il peut nous proposer Mathéouche comme lecture? Que c'est un truc politique? Un truc culturel? Mmh, je sais pas ce qu'il peut nous sortir le Mathéouche. Rapport avec l'éducation? Livre de Magnette. Ah, le livre de Je vais vous Magnette. parler d'un non, 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 je les ai plus, on me les a volés. Donc je vais vous parler d'un bouquin dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, qui s'appelle «La Russie selon Poutine». Oh, J'aime bien parler de ce bouquin parce que j'aime beaucoup parler de Anna Politkovskaya. On sort de là, heu, cette dame a dit qui était Vladimir Poutine. Ce bouquin date de 2005, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. «Pourquoi je n'aime pas Poutine?» s'interroge Anna Politkovskaya. La réponse est simple et nette: parce qu'il n'aime pas son peuple, parce qu'il se comporte
plus pure tradition du KGB dont il est issu avec un cynisme inégalable. À travers une succession de récits et de rencontres, en reprenant des dossiers tels que ceux des criminels de guerre, des petits arrangements qui lient mafia, police et justice, ou des tragédies de prise d'otages à Moscou ou à Beslan, la journaliste dresse un portrait douloureux de ses concitoyens et de son pays. Au fil des pages, c'est l'inhumanité du régime russe et de son premier dirigeant qui transpire. Nous ne sommes rien alors qu'il est tsar ou Dieu. C'est un bouquin assez effarant qui montre par exemple que pour contrôler la Russie, Vladimir Poutine a fait le tour de la Russie. Il s'est dit, bon, c'est qui le type le plus fort du coin, que ce soit un juge, un nazi, un mafieux ou le gouverneur local. Il prenait le plus fort et il dit, écoute, toi tu règles tout ici et moi je te paye beaucoup plus qu'avant. Et je te donne les pleins pouvoirs. Et donc tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des gens, des anciens nazis, des mafieux. Il y a des mafieux, mais sauf qu'ils sont restés. Donc, ces gens sont devenus ministres après. Ils avaient parfois des centaines de morts à leur actif, mais c'est un bon moyen de calmer les choses. Et pourquoi je parle aussi d'Anna Politkovskaya? Parce qu'elle a été assassinée le 8 octobre 2006. 8 octobre 2006 étant le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. C'est Et marrant, je c'est que trouve que voilà. Pardon? c'est marrant, c'est que c'était j'étais en train de chercher, j'allais te demander la question: «Est-ce qu'elle est toujours en vie?» Je pense que non, parce que tout à l'heure, j'ai fait un live et on allait voir tous les gens qui ont été assassinés par Vladimir Poutine et ils ont tous des morts assez étranges, bizarrement. Ah, tous les Voilà. Russes Et donc, qui sont morts, de façon étrange ces dernières années. Est-ce que c'est lui ou pas, ou quelqu'un qui l'a fait pour lui? Mais en tout cas, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, elle a été assassinée juste devant chez Symbolique. elle. Et voilà, et c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu pour se dire que ça, c'est écrit il y a 20 ans et de voir un petit peu où on en est maintenant et que beaucoup de choses sont déjà dans ce livre-là, que beaucoup de gens en Russie disaient attention, regardez qui est Vladimir Poutine. Voilà, hop, ce livre-là est un livre important. C'est un livre que j'ai beaucoup offert sur ma chaîne quand je fais un quiz sur l'actualité de la semaine. Eh bien, j'ai offert déjà ce livre-là régulièrement. Eh bah, merci. Est-ce que maintenant, on se rappelle, on est en train d'enregistrer un podcast aussi, traduit en version podcast. Est-ce que tu aurais un podcast à nous partager? Oui, c'est un podcast qu'on a regardé en live sur la chaîne. Je vais te donner le lien. C'est un podcast de France Inter sur le conflit israélo-palestinien Ah oui, que tu m'as partagé et et que j'ai qui écouté, est qui est très bon. voilà, avec Vincent Lemire. Je le trouve vraiment bien et j'allais dire, je l'ai mis Ouais, dans le Ninja. ouais, Je le trouve très mesuré et on montre vraiment que quand tu écoutes ça, d'abord, je trouve il y a vraiment pas de parti pris. Enfin, en tout cas, le moins possible. Alors, zéro parti pris, on sait que ça n'existe peut-être pas, mais redonner le nom en du tout cas, le podcast, du moins coup? possible. Oui, pardon, je vais pas te donner le nom. C'est Israël/Palestine, anatomie d'un conflit. C'est pour ça que je t'ai donné le lien si jamais tu voulais Ouais, l'afficher. Euh, et et donc je l'ai mis Vincent dans le Lemire chat. est un historien qui a fait de Jérusalem l'histoire de sa vie professionnelle. Il a écrit, il a fait une thèse de doctorat sur Jérusalem. Il a habité là-bas. Il a fait énormément de choses. Et c'est peut-être la personne la plus intéressante et que je trouve assez passionnant en fait quand il parle de tout ça. Ça dure 1h50 au total. Et je dis pas qu'on comprend tout ce qui se passe maintenant, mais je pense qu'on on comprend quasi tout ce qui se passe aujourd'hui quand on écoute ce podcast. Voilà, moi je l'ai trouvé, je l'ai avalé d'un coup. J'avoue, J'ai trouvé ça vraiment très bien. tu me l'as passé, le lendemain, j'avais tout écouté. Clairement, je suis de ton avis, c'était Et très, avec très et j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui suis quelqu'un qui pense avoir écouté là, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. c'est très intéressant, surtout la le volet historique du Et en conflit. plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 historiens qui se parlent. Thomas Negarov qui est historien, qui interroge un autre historien et donc c'était bien et très compréhensible. Pas de jargonnage, pas trop de trucs, parfois, Mmh, quand tu as des historiens ou des 2 académiques qui se parlent, parfois tu es un peu là: «Qu'est-ce qui se passe?» Là, c'était vraiment très, très bien. très sympa, effectivement. Est-ce que maintenant tu aurais peut-être, vu qu'on est sur Twitch, une chaîne Twitch à nous recommander?
une chaîne Twitch à vous recommander? Bonne question. Eh bien, ouais, je vais le faire. Pour ceux qui est-ce qu'elle est encore avec nous dans le chat? Elle est là, oui. Je vais vous recommander la chaîne de Nathalie. Nathalie, double, underscore 13 qui est là. Nathalie qui est une amie, qui est là, que j'ai rencontrée via son cousin, Price, qui était là aussi tout à l'heure dans le chat, qui a fait aujourd'hui un live. Tout le monde m'a dit qu'il était super. Aujourd'hui, elle a fait un live. Elle a été chez Worms. Worms, c'est une association qui fait du vermicompost. Donc, ils font du compost à base de vers de terre. Et elle a été chez eux. Donc, elle a lancé sa chaîne en juillet. Elle a lancé sa chaîne en juillet et elle, en fait, son gros kiff, c'est d'aller dans les assos. La première, elle a directement commencé par un sujet hyper facile. Elle a fait une asso où il y a des personnes porteuses de handicap. Elle a été dans un centre de jour, regardez ce qu'ils font. Ils présentaient leur chambre, leur truc, avec un ton toujours très, très juste. Euh, Moi, je peux parler avec des politiques sans problème. Je n'arriverai pas à faire des interviews comme elle, ou elle asso chez les animaux et plein de trucs. Vraiment, là, on est sur du Twitch qui est unique. Je n'ai jamais vu ça. Sauf peut-être une fois, là, elle va voir des assos, elle va voir des gens en difficulté, des gens. Il y a eu un podcast avec des histoires de femmes. Enfin, voilà. Si les gens qui aiment les histoires avec des vrais humains, des choses vraies, il faut suivre Nathalie. Et je crois qu'en plus que je l'avais raid, ou en tout cas j'étais arrivé sur un raid de chez toi, chez elle, parce que elle sortait Ah, c'est justement possible du que oui. travail, elle faisait un live IRL à un moment donné. Je sais que je suis passé une fois sur le live. C'est ça, beaucoup d'IRL. Par contre, Ouais. elle essaye de jouer à un jeu qui s'appelle 12 minutes depuis 2 mois. Il faudrait, là, voilà, elle va jamais réussir, je crois. Ah, bah oui, Mais voilà, c'est pas. Mais donc voilà, elle est vraiment super. Et donc, et Nat aussi, elle, elle fait dans mon émission politique, le Café Politique, elle vient un peu avec moi. Je suis pas encore moi hyper à l'aise de faire avec quelqu'un, avec d'autres. Il y a Romuald qui va nous rejoindre. Voilà, je vais y arriver. Je vais arriver à travailler avec des autres. elle a gagné un petit follow du coup. Moi je viens de follow, du coup Et j'allais la donc follow. voilà. Oui, il faut follow Nat. Voilà, là, elle est à combien là? Ok. Et donc elle a lancé sa chaîne il y a 4 mois maintenant. Et donc voilà, hop, les petits follow. Et bah bon courage et bonne continuation et bonne réussite à toi, Nathalie. Super. Est-ce que maintenant, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais une personnalité historique, politique, vivante ou morte favorite? Mais ce sera la même réponse que tout à l'heure. Je n'ai pas de personnalité politique vivante ou morte préférée. Je pourrais dire que j'aime des moments chez des personnes. Par exemple, un truc facile pour les gens de mon âge qui ont 44 ans, qui aiment la politique, on pourrait dire Obama. Obama a représenté beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Je ne dirais pas Obama. Je dirais que mais je vais parler d'Obama directement. Le discours de défaite de John McCain face à Obama en 2007. C'est un moment où c'est peut-être le dernier moment où les conservateurs avaient une dignité aux États-Unis. Euh, c'est là. C'est un discours qui dure 15 minutes. Je vous invite à l'écouter. J'ai perdu. Mais le vrai discours de soutien à son opposant, c'est de la politique dans ce qu'elle a de plus beau. C'est-à-dire, on a bataillé, on a ferraillé, mais maintenant, je soutiens le président Obama qui va tout faire pour que ce pays avance et même si on le combattra, on supportera. Enfin voilà, c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ces moments-là, ces moments qu'on n'attend pas toujours. Là, et donc là, ouais, je suis assez. J'aimais bien. Surtout que c'était le meilleur discours de la campagne de John McCain. Je le trouvais pas très très bon. Il était très intéressant Je ce le discours, trouvais pas vraiment très, très. très, très, très bon. Je dis bien Ouais. meilleur que Et sa le campagne. discours est très bon.
Tout à fait. C'est vraiment voilà, on est tout à fait d'accord. Bien mieux que sa campagne, dans la défaite, j'ai bien aimé, ce moment-là. J'ai peut-être tout à l'heure, j'ai bien aimé le discours de Paul Magnette. Heu, j'aime bien certains moments. Je pourrais, un discours de François Hollande, au Mali, des moments comme ça. Heu, après, OK. le discours de Hollande au Mali. J'ai même bien aimé, Sarkozy sur sa position sur la Géorgie quand la Russie est rentrée en Géorgie. Le seul discours un peu correct, au niveau international, le seul, c'est Nicolas Sarkozy. Tous les autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu un discours, c'est celui de Nicolas Sarkozy. Heu, donc oui, il y a des moments et puis en fait, quelque part si, je vais dire Greta Thunberg, alors ça fait un peu tarte à la crème, mais, de voir, cette jeune femme, prendre des positions et je la trouve très impressionnante. C'est une femme politique, Greta Thunberg. Alors je ne sais pas où elle ira, je ne sais pas comment elle terminera. On voit qu'elle continue, hein, elle fait manif sur manif, elle se fait arrêter en Suède, en Angleterre, je ne sais pas où encore. Heu Moi, je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que, Greta Thunberg va avoir le prix Nobel de la paix. Ça va être compliqué, est-ce qu'elle ne l'est pas un jour ou l'autre, quoi? Je pense que s'il y a bien une personne qui l'a et puis, en fait, après je vais faire la liste. On a, tout plein de personnalités dans le monde qui se battent, je sais pas. En fait, tu vois, quand on me demande mon préféré, je vais te dire que j'aime beaucoup Amnesty International, qui est pas une personne, mais qui fait beaucoup de politique et qui est très importante, surtout pour beaucoup de petits pays, pour beaucoup de personnalités. Je pourrais parler des blogueurs qui se font, arrêter un peu partout dans le monde et pour qui Amnesty se bat. Enfin voilà, on va être très, très long, hein. Ouais. Parce que j'aime pas parler de préféré, Oh, j'ai cru j'aime comprendre, bien, j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, merci pour tes voilà. partages. Est-ce que, maintenant tu aurais un conseil à donner? Est-ce que j'ai un conseil à donner? Je sais pas. Mmh. Heu, Si j'ai un conseil à donner, mangez bien et buvez des bonnes choses, quoi. Demain, c'est le Beaujolais nouveau. N'achetez pas un truc commercial, au Carouf. Allez chez un caviste, prenez un vrai Beaujolais nouveau, pas un truc chimique, tout ça. Il y a des choses qui sont très, très bonnes, mangez un bon pain, mangez des légumes de saison, je pense que c'est la base de tout, c'est d'essayer de bien manger et je ces derniers temps, je regarde beaucoup, je compare pas mal de choses, sur les prix. Je commence à me dire que, mon moi qui fais le bobo à acheter du thé en vrac, là, dans un truc, là, bah, je suis allé voir, bah, mon thé il coûte moins cher que le Lipton, en fait, au kilo. OK, Voilà, parfait. Mangez bien, mais au mangez kilo, mieux et au mangez kilo, ça bien. coûte moins cher et en fait, il y a plein de trucs, hein. Je regarde mes légumes coûtent moins cher, tout. En fait, mes magasins bio, bah, ils sont moins chers maintenant que les grandes surfaces et ça commence à bouger, on le voit pas trop, hein. Alors évidemment, ça marche dans les grandes villes. C'est clair que les petites villes, mais allez, chez les fermiers chercher des pommes de terre et tout ça. C'est des conseils que ça, c'est mangeons mieux et mangeons local et voilà. Parfait. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a raconté, mais Ah mais en c'est fait, c'est bien, c'est un si, bon c'est très conseil, hein. politique. Un Non, très mais bon en conseil. fait, c'est très politique. Oui, C'est c'est très un acte politique de bien politique. manger. Exactement, C'est un acte politique, un acte politique, voilà effectivement, et d'acheter je plutôt pense qu'il vaut local mieux qu'international. il vaut mieux moins manger. Quand je dis moins, c'est pas pour, s'affamer, hein, mais on a quand même on mange trop. Je suis le Oui, 1er, hein, je suis un mange gras trop bonhomme, calorique. mais ouais, mais on mange trop en volume, on mange trop et on pourrait manger un petit peu moins et peut-être manger un petit peu mieux. Et mieux, c'est ça. Moins mais mieux. OK. Tu as répondu tout à l'heure, mais je sais pas si tu voulais approfondir ou dire quelque chose d'autre. C'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, c'est, là, il est de transformer ma chaîne Twitch en un job, quoi. Ça, je pense que c'est mon prochain gros défi. Sinon, mon prochain défi, c'est de rallumer mon chauffage, mais ça, c'est, Un bon moins défi, hein. important. OK et où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je remets le lien, j'avais mis le lien tout à l'heure. Le lien de ta chaîne quand même. Où est-ce qu'on peut me trouver? Ben, on peut me trouver à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est une petite ville enfin, c'est un arrondissement de Bruxelles. On est, 50 000 habitants sur 2 kilomètres et 1/2. 180 nationalités différentes ici.
On peut manger un couscous et en face, boire, une bière spéciale, locale. On peut, faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens de nationalités très différentes, donc sans voyager, en plus, on a une vie. Saint-Gilles, c'est une commune où il y a plein de noms de rues de pays, genre, rue de Serbie, rue du Monténégro. Donc même au niveau de la voirie, on peut voyager sans aller, très, très loin. Plein de bons restaurants, plein de bons vins, plein de bonnes bières, bon, beaucoup de bruit. C'est sûr que si tu aimes pas le bruit, viens pas ici, ça c'est certain. Mais voilà, vous savez, de France, il y a l'Eurostar, parce que donc ça il y a plus, le Thalys, ça existe plus. Il s'arrête à Saint-Gilles, tu prends le 81, 3 arrêts, tu es devant chez moi. On va boire un verre, à la mer à boire, magnifique bière, juste en face de chez moi. Parfait. Et pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je pense que j'ai beaucoup parlé, hein, et est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, autre conseil, c'est acheter des livres en librairie, n'est pas sur Amazon, même si on est ici, sur Amazon. J'ai acheté 2 bouquins sur Amazon dans ma vie, enfin 2 trucs parce que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Heu, donc voilà. En Belgique, on a un truc qui s'appelle Librel, c'est un site où tu peux acheter des livres et en fait, tu les commandes au libraire. Donc comme ça, c'est les libraires qui se sont associés ensemble pour faire de la vente par correspondance, mais en librairie. Mais tu peux aussi commander chez ton libraire, celui que tu veux. T Je dépense l'argent chez le libraire. Donc on peut commander sur internet, mais en passant par un libraire. Je pense que c'est très important. On parle de, fake news, on parle de harcèlement, on parle de beaucoup de choses je pense que si tout le monde lisait plus, en tout cas petit, des choses, voilà, le monde se porterait mieux. Ah bah, c'est ça, moi j'avais, je sais plus qui me disait que quand tu lis, tu en apprends plus sur les autres que sur toi-même et du coup, ça ça ça, ça rapproche les gens et ça retire les frontières entre les individus. Et ben, en Tout tout à cas, fait. moi, Le livre, c'est comme, c'est dis-moi? vas-y, vas-y. Je disais que le livre, c'est comme le voyage à l'étranger, en fait. On voit l'autre, ça apprend l'altérité, ça apprend beaucoup de choses et donc c'est très important, ouais. Bah, en tout cas, moi, je vais te remercier du coup pour cet échange sur l'histoire de la Belgique. C'était vraiment très intéressant et très, enrichissant parce que moi, encore une fois, je connais pas grand-chose, vraiment l'histoire de la Belgique en étant tout à fait honnête et c'était vraiment cool d'en apprendre un petit peu plus sur nos voisins, sur nos cousins belges et ça me fait plaisir aussi de t'accueillir. C'est un moment que je voulais faire un petit live avec toi. C'est chose faite, surtout pour une journée un petit peu, bah, spéciale, hein. Journée spéciale pour nos amis belges qu'on leur souhaite encore une fois, bah, la réussite possible et Alors après, il faut savoir qu'en Belgique, la fête du roi, tout le monde s'en fout, hein. ah oui? Je sais pas pourquoi, peut-être tout le monde s'en fout, je ne sais pas. Pas tout le monde. Il y a peut-être si Nathalie est là, on a notre copain Nico Patelli qui s'en fout pas, il est royaliste. Ah oui? Mais Ah bah, voilà. vraiment, c'est la fête du roi, c'est pas, tout le monde s'en fout en mode: «Oh rien à v» mais c'est juste que ça nous intéresse pas. Mais voilà, le roi, il est là, il nous dérange pas, mais on va pas le fêter, au bord du palais à lui jeter des fleurs. Moi, je vais, bah, remercier en tout cas Mathéouche pour être présent. Merci à vous qui nous avez suivis, qui nous avez écoutés. Moi, je rappelle que cet épisode, bah, il sera disponible en version podcast et sur toutes les plateformes podcast et en version YouTube. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. On peut En tout envoyer cas, chez Hugo. merci beaucoup à toutes les personnes du chat. Voilà. Merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, Ouais, et que je suis ça. parti un peu dans tous les sens. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas historien, que j'ai peut-être dit des trucs qui étaient pas tout à fait vrais, parce que voilà, j'ai fait au mieux. Mais donc voilà, c'est l'histoire de Belgique, dans les yeux de Mathéouche avec,